suis simplement parti avec cette idée préconçue qu'un loyer, c'était de mettre de l'argent par les fenêtres. Là, j'étais vraiment en prospection active et assez énervé, où tous les jours, je regardais sur le bon coin se loger, les alertes. J'appelais tout de suite dès qu'un bien sortait pour être le premier à voir. Souvent, on dit les bonnes affaires, c'est off-market, ou c'est pas par agence parce que tu as les frais d'agence, etc. Même sur la place publique, aux yeux de tout le monde, il y a des bonnes affaires qui traînent. Les stéréotypes, l'investissement, c'est dangereux. L'immobilier, tu peux perdre un crédit, tu es engagé sur 20 ans. Vraiment, tous les préjugés de l'immobilier en physique, produits locatifs ou même de l'achat-revente, ce n'est pas passif, tu peux déléguer et tu verras, c'est passif, tu peux emprunter des millions, t'as rien à faire, t'es ton canapé. Non, ça c'est complètement faux. C'est quoi tes critères à toi pour trouver un bien pépite ? Alors, c'est aussi une bonne stratégie de faire les choses simplement avec kiff, avec passion, avec du sens. Et les fruits viennent après aussi. Je suis parti pour vraiment exposer mon taux d'endettement au maximum. Aujourd'hui, en 2024, c'est quoi la réalité du marché immobilier selon toi ? C'est possible de faire du financement à 110%, c'est possible d'enchaîner les opérations immobilières ou pas ? J'ai la conviction que l'épanouissement durable passe avant tout par un travail d'introspection. Si vous ne savez pas ce qui compte vraiment pour vous dans la vie, vous êtes condamné à une insatisfaction éternelle. C'est seulement une fois que vous avez identifié ces objectifs profonds que vous pouvez commencer le chemin pour les atteindre. Et ce travail d'introspection, mon invité du jour, Ismaël Bernu, l'a fait. Sapeur-pompier devenu entrepreneur, investisseur, il a compris que la liberté de vivre sa vie comme il l'entendait passait notamment par une liberté financière. L'argent doit être un outil au service de son épanouissement. Alors, il s'est formé, il a expérimenté et aujourd'hui, comme moi, il partage ses découvertes et ses connaissances auprès du plus grand nombre à travers notamment son podcast La Bonne Fortune. Passionné d'éducation financière, il m'a partagé sa philosophie vis-à-vis de l'argent, son expérience en tant qu'investisseur immobilier expérimenté, mais aussi sa façon d'articuler une vie de famille chargée avec un métier passionnant. Ismaël mène sa vie de façon pleinement consciente et épanouie et c'est tout ce que je peux souhaiter à celles et ceux qui écoutent ce podcast. Donc si le lien entre argent et épanouissement vous intéresse ou si vous êtes tout simplement à la recherche d'un retour d'expérience de la part d'un investisseur immobilier très expérimenté, vous êtes au bon endroit. Bon visionnage. Avant de commencer, je tiens à remercier le partenaire de cet épisode, Trade Republic. Avec le Grand Bar, ma mission est de rendre l'éducation financière accessible à tous. Et ça tombe bien, c'est également la mission de Trade Republic, qui est désormais la plus grosse plateforme d'épargne d'Europe, avec plus de 4 millions de clients. Vous le savez, une des difficultés principales quand on veut commencer à investir, c'est qu'on ne sait pas quelles actions acheter et est-ce que c'est le bon moment pour commencer. Or, si vous suivez le Grand Bain depuis quelques temps, vous savez que je plébiscite 2 méthodes qui permettent de répondre à ces problèmes. La première, c'est la diversification, et pour ça, on va investir en utilisant des ETF, qui sont des paniers d'actions qui vous permettent de diversifier très facilement votre portefeuille. Et la deuxième, c'est l'investissement progressif. Vous allez investir une petite partie de votre épargne chaque mois afin de lisser votre prix d'entrée et ainsi vous allez vous protéger de la volatilité des marchés financiers. Et ces 2 méthodes sont précisément facilitées par les plans d'investissement programmés disponibles sur l'application Trade Republic. Vous construisez votre portefeuille d'ETF et d'actions, vous mettez en place des investissements automatiques sans frais de courtage et vous n'avez plus rien à faire. Si vous souhaitez ouvrir un compte Trade Republic et commencer à investir sans frais dès maintenant, retrouvez le lien en description. Encore merci à Trade Republic, premier partenaire d'Europe pour l'éducation financière, et on reprend l'épisode tout de suite. Ismaël, bienvenue. Merci à toi de me recevoir ici là à Paris, donc je suis vraiment hyper heureux de partager ce moment avec toi. Et je suis prêt à sauter dans le grand bain pour le coup. Génial. Effectivement, justement, j'ai un confrère avec moi, Ismaël, qui est à la fois entrepreneur, investisseur et podcasteur sur la partie finance perso, éducation financière. Et c'est justement un petit peu de ces sujets dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui, Ismaël. Déjà, petit remerciement avant de commencer l'épisode à Morgane Ernoux, qui nous a mis en relation, qui est coach dans mon programme, qui est aussi une fidèle auditrice de ton podcast. Donc c'est une belle mise en relation. Et c'est l'occasion, cet épisode, de parler de sujets importants, je pense. Toi comme moi, on a cette envie, cette mission liée à l'éducation financière. Et donc, je voudrais qu'on parle notamment d'éducation financière, comprendre un petit peu pourquoi est-ce que c'est un sujet important pour toi et quelle est ta façon de contribuer à cet écosystème. Je voudrais qu'on parle aussi de rapport à l'argent. Tu vois, typiquement, on a un petit peu échangé avant cet épisode et j'ai trouvé que tu avais un rapport à l'argent qui était intéressant et notamment sur aujourd'hui l'équilibre que tu trouves entre entrepreneuriat, investissement et ta vie perso, ta vie de famille. Et donc c'est aussi ça le dernier sujet dont je voudrais parler avec toi, c'est l'équilibre de vie pro-perso. C'est un sujet hyper compliqué, je trouve, aujourd'hui, que ce soit pour les salariés, mais aussi pour les entrepreneurs. Et j'aimerais un petit peu avoir ton avis là-dessus, débattre autour de ce sujet et comprendre un petit peu, est-ce qu'il y a des
conseils qu'on pourrait prodiguer à celles et ceux qui aujourd'hui réfléchissent à trouver, améliorer leur équilibre de vie pro-perso et la place de l'argent dans tout ça. Ça te convient ? Yes, super, ouais. Super, et bah écoute, Ismaël, c'est quoi un petit peu toi déjà, avant de commencer, première question que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qu'on doit savoir de toi, de ton histoire, de ton passé, pour comprendre qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais, très très intéressant. On va commencer déjà en effet par se présenter. J'aime dire que je suis un investisseur, un entrepreneur heureux d'une façon générale déjà. Si on doit présenter en quelques mots, c'est pas forcément évident, mais j'aime bien cette notion de bonheur, d'être heureux sur le chemin quand on fait les choses. Et sinon, plus classiquement, moi je suis originaire de Poitiers maintenant où j'habite actuellement. J'ai aujourd'hui 38 ans. J'ai eu un parcours classique, des études, je passe mon bac, je m'arrête là. J'intègre les sapeurs-pompiers de Paris à 20 ans. Suite à ça, donc je fais mes allers-retours, etc. Suite à ça, je continue ce chemin du salariat et là je switch des militaires chez les fonctionnaires, toujours dans le cadre des sapeurs-pompiers. Et donc je suis amené à déménager dans le nord de la France. Du côté de Lille où j'ai vécu 10 ans. Ma compagne m'a suivi. Elle a bien voulu me suivre dans le Nord. Elle n'a pas eu trop peur. Et au final, on y est resté 10 ans. On a eu nos deux enfants là-haut. Et cette volonté de revenir m'installer dans le Poitou, qui de base, un schéma classique, passait par une voie de mutation, tout simplement. Chose que je n'ai pas pu faire et avoir. Dans le sens, les places sont chères, etc. Les mutations, c'est un petit peu comme les profs, hein, c'est particulier. C'est pas forcément évident. Et tout au long de cette carrière chez les pompiers qui a duré un peu plus de 15 ans, j'avais commencé à investir notamment dans l'immobilier, assez jeune, assez tôt, et malgré moi sans le savoir, hein, dès mes 20 ans où j'achète un petit appartement pour moi me loger, quitter le cocon familial. Je passe par la case acquisition et pas location. Et au fur et à mesure, j'ai continué un petit peu les investissements locatifs, etc. Et ce qui m'a permis, il y a 4 ans maintenant, ça a été ma porte de sortie, au final, pour revenir m'installer sur Poitiers. Donc ça a été fait et accéléré ce processus, on va dire, d'investisseur, vraiment un petit peu par défaut, même si j'avais une appétence, j'avais envie de construire. Mais j'étais pas forcément prédestiné à être full investisseur, entrepreneur initialement. C'est vraiment le parcours de vie qui a fait que, et je me suis adapté un petit peu là-dessus. Donc un investisseur entrepreneur heureux, papa de 2 magnifiques filles qui vont avoir là 6 et 8 ans. Et voilà un petit peu dans les grandes lignes. Excellent. Mais donc finalement, ouais, tu disais, t'es pas passé par la case location, t'es passé du cocon familial à la propriété, c'est quand même un gros step. Alors, et je pense qu'on va pouvoir parler de sujet de la place de l'immobilier en France, de la volonté des Français de devenir propriétaires. Je crois qu'il y a des stats, c'est 80% des Français veulent devenir propriétaires. Enfin, voilà, il y a une vraie appétence pour l'immobilier, et c'est parce que c'est un super secteur. Mais si jeune, à 20 ans, qu'est-ce qui t'a motivé ? Pourquoi ne pas être locataire d'abord ? Ouais, très très bonne question. J'avais pas spécialement dans l'entourage de la famille, etc., qui était investi comme ça. J'avais simplement l'image des parents qui étaient propriétaires de leur résidence principale, la maison qui allait être finie de payer peu ou prou à l'âge de la retraite. Mais rapidement, j'ai compris qu'à cette époque-là, en tout cas, je visais un petit T2 pour me loger, que le crédit et le coût de la mensualité étaient équivalents à celle d'un loyer. Et donc simplement, je suis parti avec cette réflexion de base, de me dire que de mettre l'argent par les fenêtres en tant que locataire, je vais acheter. Et dans 20 ans, j'aurai ma mensualité qui disparaît et je serai l'homme le plus riche du monde avec ces 400 euros qui s'envolent 20 ans après. Et je suis simplement parti avec cette idée préconçue qu'un loyer, c'était de mettre de l'argent par les fenêtres, alors qui n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, je suis locataire, hein, par exemple, et très très content de l'être. Mais voilà, donc je suis parti comme ça dans le milieu de l'investissement d'une façon générale. Et quand j'ai switché sur la carrière pour aller dans le Nord, je me suis posé la question de cet appartement. Est-ce que je le loue ? Est-ce que je le vends ? Parce que je n'avais pas le garder comme ça vide, hein, il y a un crédit en face. Et donc j'ai pris le parti pris de le louer. Et donc là, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre vraiment le mécanisme un petit peu de l'investissement locatif et de l'effet de levier bancaire où le locataire rembourse tout partie du crédit, des charges, etc.
Et avec le temps qui file, voir ce tableau d'amortissement S'allège un petit qui peu. s'allège, qui diminue. Et donc, ce qui m'a poussé après à renchaîner un petit peu les opérations. Ça a pris un petit peu de temps, hein, peut-être 5-6 ans pour refaire une deuxième opération locative. Après, j'ai refinancé ce premier appartement. On a fait l'acquisition de la résidence principale dans le Nord, qu'on a revendu après pour revenir s'installer. Et à peu près en 2018, il y a 6 ans maintenant, à l'âge à peu près des 30 ans, là, je me suis vraiment mis en mode éducation financière, tu en parles. Donc, j'ai commencé vraiment à essayer de m'éveiller là-dessus, donc à lire des livres, à écouter des émissions. C'était plus que YouTube. Il n'y a pas trop de podcasts encore à cette époque-là de développer. Pour vraiment rentrer dedans et sur vraiment le côté investissement, enfin vraiment sur l'immobilier, sur le locatif. Je me suis dit qu'il y avait vraiment des choses à faire. D'une part, de savoir bien acheter, c'est une compétence. Ce qui fait la différence notamment à la revente, on pourra en parler après, mais également sur voilà, ces notions de cash flow positif, etc. etc. J'ai vraiment compris le mécanisme et donc là, je suis parti pour vraiment exploser mon taux d'endettement au maximum pour aller vraiment faire des choses et voilà. Et suite à une belle opération, une découpe, une vente, j'ai récolté tout de suite les fruits, forcément sur une vente, ce sont des sommes qui sont un petit peu plus conséquentes, ce qui m'a permis de me diversifier aussi à ce moment-là, toujours avec cette quête d'apprentissage, donc pareil, hein, j'avais fait un peu mes devoirs, etc. Et à ce moment-là, pareil, je suis rentré en bourse, dans les crypto-actifs, en private equity, sur du crowdfunding, etc. pour diversifier. D'une part pour sécuriser un petit peu ce petit bout d'épargne, mais aussi pour continuer à apprendre, parce que je pense qu'en faisant, forcément, on est beaucoup plus impliqué, et les notions qui peuvent nous paraître théoriques, potentiellement, deviennent tout de suite plus concrètes. Et ce qu'on entend sur ta chaîne, etc., tous les conseils que tu peux prodiguer, le fait de les appliquer, d'un moment donné, on voit vraiment les résultats, et là, ça fait sens, quoi. La meilleure façon d'apprendre, c'est très très clairement de pratiquer. Tu vois, moi j'ai des personnes qui ont regardé peut-être tous mes contenus, que ce soit sur YouTube, sur ma newsletter, sur LinkedIn. Bref, c'est des personnes qui sont honnêtement que je considère comme éduquées financièrement, Ouais. mais qui derrière, quand il s'agit de cliquer, de passer un ordre, d'aller à la banque, de monter son dossier, de finalement passer à l'action, derrière, c'est la peur de faire des erreurs, la peur de faire des erreurs qui pourraient coûter très cher, le manque de confiance dans sa stratégie si jamais elle n'a pas été validée par un professionnel derrière. C'est un vrai sujet, et finalement, l'éducation financière, on n'a jamais fini de se former, mais la seule façon de valider, je pense, et de concrétiser ses connaissances, c'est très clairement de se lancer. Et oui, au début, tu vas faire des erreurs, mais c'est, j'ai envie de dire, le chemin obligatoire. Après, une bonne façon de faire, c'est ce que je dis souvent, c'est vaut mieux apprendre des erreurs des autres que des siennes, quand c'est possible. Donc c'est pour ça que, tu vois, typiquement, j'invite des personnes comme toi qui peuvent partager leur expérience, les bonnes décisions que tu as prises, mais aussi les moins bonnes, et que derrière, les personnes qui entendent ce podcast pourront prendre des décisions plus avisées, plus éclairées vis-à-vis de leurs finances personnelles. Finalement, tu as eu un chemin, tu es rentré par l'immobilier, et après, tu as diversifié. Je pense que c'est une super voie. Moi, je suis plutôt rentré par la bourse, et ensuite, j'ai aussi diversifié. Je voudrais bien comprendre... Je pense qu'il y a des idées reçues au sujet de l'immobilier en France. Tout le monde veut faire de l'immobilier, pour le côté propriété, mais aussi pour le côté très brick and mortar, tu vois, pratique, concret. Il y a un terrain, il y a des murs, voilà, j'achète quelque chose de concret, alors que des actions, ça peut paraître plus, on va dire, abstrait. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah ouais, je vais faire le financement à 110%, ouais, je vais pas sortir un sou de ma poche, ouais, je vais enchaîner les opérations tous les 6 mois. » Toi, là, tu l'as dit, tu as mis 5-6 ans avant de réaliser une seconde opération immobilière. C'est quoi la réalité selon toi? Alors, j'imagine que ça évolue selon le marché immobilier, selon les taux, selon énormément de choses. Aujourd'hui, en 2024, c'est quoi la réalité du marché immobilier selon toi? C'est possible de faire du financement à 110%? C'est possible d'enchaîner les opérations immobilières ou pas? Ouais, clairement, très très bonne question. L'état du marché actuel, c'est vrai que dernièrement, il était fort perturbé quand même, hein, depuis cette phase un petit peu de pandémie, où on était à ce moment-là avec des taux encore très très faibles. Un marché qui, si je dis pas de bêtises, 2020-2021, on bat le nombre de records de transactions. On passait le million de transactions en France. Aujourd'hui, tout s'est ralenti. La hausse des taux, l'endettement, les normes HCSF qui sont plus contraignantes, donc les emprunts à 110% qui sont
beaucoup plus compliqué à aller chercher. Il n'y a pas de vérité, à mon sens, déjà, dans tout ce qu'on dit, il n'y a pas de vérité Ouais. dans tout ce qui existe. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que sont les normes HCSF, pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, le Haut Conseil de la stabilité financière, en fait, avant 2019, il portait des recommandations qui sont devenues maintenant des obligations pour les banques. Par exemple, il y a ce fameux taux d'endettement qu'on parlait, là, les 33%, qui sont passés maintenant à 35%. Avant, c'était une recommandation, maintenant c'est une obligation, sinon il y a des pénalités, etc. Donc les banques ne peuvent pas financer des personnes en nom propre à plus de 35% de taux d'endettement, hormis des cas de dérogation, ils ont, je sais pas moi, 10-20%, mais ça va s'adresser à des clients vraiment premium dans les banques. Mais sinon, typiquement, quelqu'un qui est seul, qui a 2100 euros de salaire, de revenus mensuels, va pouvoir obtenir un endettement avec une mensualité de 700 euros par mois, un tiers. C'est clairement ça. Et on ne peut pas déroger. Avant, il y avait ce qu'on appelait le calcul du différentiel dans le prêt. Donc, on venait prendre en compte les revenus générés issus des locations qui venaient booster ça, etc., etc. Enfin, des méthodes de calcul différentes qui étaient avantageuses. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et donc, tout ce contexte avec la hausse des taux, l'immobilier qui a connu quand même une envolée, mis à part là, un petit tassement peut-être depuis un an, fait que c'est quand même plus dur. Les belles années, entre guillemets, sont certainement derrière nous. Après, personne n'en sait rien sur le cours de l'histoire à venir. Mais malgré tout, ce contexte qui s'est durci, où c'est plus dur d'emprunter à 110%, etc., etc., je reste convaincu qu'il y a quand même énormément de belles choses à faire dans l'immobilier. Moi, j'ai une appétence vraiment forte là-dessus, que ce soit l'effet du levier bancaire, c'est quand même une différence énorme. Tu parles de ton appétence pour la bourse, c'est très très bien, mais la bourse, on va dans 98% du temps investir avec l'épargne que l'on dispose et c'est tout, point. On ne va pas pouvoir faire leverager, etc. Et donc, quelqu'un qui va mettre 10%, même qui va être sur des placements avec une bonne rentabilité, disons même à 20% à l'année, ce qui, tu me diras, potentiellement, c'est excellent, mais pour vraiment prendre des chiffres exagérés volontairement, pour imager, 10 000 euros à 20%, typiquement, on s'est enrichi de, que je dise pas de bêtises, 200 euros, 2000 euros pardon, à la fin de l'année. Donc du coup, même à 20%, ça ne va pas être game changer par rapport à ses propres économies. Sauf qu'avec 10 000 euros d'épargne, son salaire, son revenu, on va pouvoir soulever un emprunt en fonction de ses conditions de revenus, comme on l'expliquait. Donc peut-être de 100, 200, 300, 400 000 euros. Et là, en face, pour du locatif, j'entends, si on est sur des rendements, on va prendre un chiffre rond à 10%, net d'impôts, net de fiscalité, etc. pour imager, mais forcément, sur 500 000 euros, 10% à l'année, ça fait tout de suite 50 000 euros d'enrichissement. Alors, ce n'est pas forcément du cash qu'on va avoir, du cash flow, etc. Ça va être le remboursement de capital qui va se faire et tout ça. Mais tout de suite, on voit l'effet de valeur de volume qu'on a par rapport à ça. Et donc, je suis quand même convaincu dans l'immobilier, si on fait les choses correctement, il y a un pouvoir d'enrichissement à moyen, long terme, voire court terme, pour ceux qui font de l'achat-revente, du marchand de biens. On peut en revenir si tu veux aussi, mais il y a quand même un effet qui joue avec la masse via l'endettement et qui, à mon sens, pour quelqu'un qui souhaite se construire un patrimoine sur le long terme, est à mon sens primordial. Après, je ne sais même pas si c'est le cas primordial, mais c'est quand même un levier, une des armes, un des outils qui doit être, à mon sens, central. Ouais. Je suis d'accord avec toi, et en tant que conseiller en investissement, pour le coup, moi, je conseille des particuliers qui veulent investir. C'est vrai que les deux piliers de l'enrichissement, les deux piliers du développement d'un patrimoine sain, ce sont les marchés financiers et l'immobilier. Et il faut idéalement pas négliger les deux. Dans l'idéal, faire les deux en parallèle, parce que c'est des éléments complémentaires. Et la façon dont on les attaque, elles sont aussi potentiellement différentes. Donc tu peux faire les deux en même temps, dans le sens où tu l'as très justement dit. L'investissement en bourse, on utilise plutôt ce qu'on appelle la capacité d'épargne, ce que tu mets de côté chaque mois. Alors que pour le patrimoine immobilier, on va utiliser la capacité d'emprunt, donc ce que tu peux emprunter à la banque. Mais là où c'est, on va dire, les yeux fermés que les Français se jettent sur l'immobilier, c'est justement par rapport à ce côté du levier, et aussi par rapport au côté concret. Tu vois, on aime bien matériel, j'ai un appartement, je peux aller le visiter, tout ça. Donc ça, c'est important pour beaucoup de personnes. Ouais. Mais ce qui est, je pense, sous-estimé, et ce pourquoi je prône plus, je pense je prône plus la bourse, parce que justement ça a moins bonne image finalement que l'immobilier, parce que les gens sous-estiment, je pense, et là tu me diras ton avis, la charge de travail que représente la gestion d'un patrimoine ou d'un parc
d'un parc, à minima d'un ou plusieurs biens immobiliers que tu mets en location. Alors encore une fois, tu peux éventuellement déléguer la gestion, mais j'ai le sentiment que quand tu délègues la gestion, la rentabilité, elle en est drastiquement impactée. Et je connais pas mal de personnes qui se sont lancées dans l'immobilier, qui ont acheté un bien, qui l'ont éventuellement retapé, meublé, tout ce que tu veux, mis en location. Et derrière, la gestion locative liée à ce bien, ça a été une charge en fait mentale, de temps, c'est chronophage qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Et après 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah en fait ils revendent le bien même s'il est pas il a pas fini d'être financé, parce que derrière en fait ils en ont marre et ils switchent vers des produits plus passifs comme par exemple les SCPI. Ouais. C'est quoi ton expérience au niveau de la charge de travail liée réelle liée à la gestion d'un bien immobilier locatif et même de plusieurs biens? Ouais, tu touches un point très très important et c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. L'immobilier en physique, pour du locatif ou même de l'achat-revente, ce n'est pas passif, hein. On a beau dire oui, fais comme ci, comme ça, tu peux déléguer et tu verras, c'est passif, tu peux emprunter des millions, t'as rien à faire, t'es ton canapé. Non, ça c'est complètement faux. C'est sûr que d'investir avec une stratégie peut-être long terme, DCA sur des ETF, etc., là oui c'est passif, ça prend 2 fois 5 minutes réellement depuis son smartphone. Là c'est réellement passif. L'immobilier, ce n'est pas le cas en physique, hein. Il peut y avoir des SCPI, etc. On peut être exposé à l'immobilier de façon passive. Pour l'emprunt, ça va être plus compliqué. Mais l'immobilier, ça représente quand même une charge de travail. Et donc, c'est en ce sens où je disais, c'est primordial, et je me suis repris, c'est pas forcément primordial. Déjà, il faut partir, je pense, pour chacun, de ses appétences, de son temps, de son envie. Et il n'y a pas de recette miracle. C'est pas parce que, je sais pas, il y a la mode du LMNP, il y a la mode de la colocation, il y a la mode de la courte durée, du Airbnb, qu'il faut foncer tête baissée, parce que c'est la mode, parce que derrière, il y a quand même, ça engendre des contraintes, et notamment de temps, d'énergie. Et il faut mettre les mains dans le cambouis pour développer ses affaires. Et moi, c'est typiquement le cas. C'est clairement la voie que j'ai choisie, mais volontairement, et ça me correspond. Et d'ailleurs, je me suis dégagé du temps aussi pour pouvoir mener à bien ces différentes opérations. Parce que dès lors qu'on fait un petit peu de l'immobilier de façon un peu plus costaud, peut-être 1, 2, 3, 4 biens, et passer ce stade-là, on rentre vraiment dans une démarche entrepreneuriale, vraiment clairement. Il y a des notions administratives, il y a des notions juridiques, il y a des notions fiscales, il y a des notions de responsabilité, il y a des notions de service en fonction de locataires, etc., de chiffre d'affaires, d'impôts réels, pas réels, etc. Et donc, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Et donc, c'est vraiment une démarche entrepreneuriale qui va prendre plus ou moins le temps. Un des avantages de l'immobilier et de l'entrepreneuriat d'une façon générale, c'est que on peut être assez libre de faire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est pas du tout pareil. Quelqu'un qui va vouloir faire un Pinel sur plan, qui s'occupe de rien des travaux, etc., c'est du clé en main, va voir son locataire pendant 9 ans tranquille. Bah, ma foi, c'est relativement passif, même s'il y a toujours des choses à faire, mais c'est beaucoup plus passif que quelqu'un qui va faire les travaux lui-même, qui va faire de la courte durée, qui va faire son ménage, son linge, etc. Où là, on est à l'extrême opposé du spectre, où c'est clairement actif, avec, pour les deux exemples, potentiellement des rendements complètement différents au vu d'un travail qui est effectué, et donc de l'énergie, du temps est passé, etc. Ça me fait penser à Xavier Delmas, que tu connais peut-être, de Zone Bourse, que j'avais reçu sur le podcast, et qui lui fait beaucoup de location courte durée. Et vraiment, il est très actif là-dedans, et il m'expliquait qu'en fait, c'est un métier à quasi temps plein. Lui, Zone Bourse et ses activités sur l'éducation financière à la bourse, c'est presque, on va dire, sa passion, ses hobbies, mais derrière, son activité de gestion locative à court terme, c'est une activité qui lui prend, je sais plus combien de dizaines d'heures par mois, et c'est à temps plein. Toi, du coup, t'avais eu quelle approche, et concrètement, combien de temps ça te prenait? Alors, si on prend l'ensemble de la chaîne de valeur ou du processus entre le moment où tu as dû faire les recherches, trouver le bien, monter le dossier, obtenir le financement, obtenir le bien, éventuellement faire des travaux, le mettre en location. Déjà, ça, c'est, on va dire, la phase d'amont. Et ensuite, une fois que le locataire est dedans, il est installé, en aval, c'est quoi le temps de gestion nécessaire à peu près Et encore une fois, explique-nous un petit peu, toi, tu étais plutôt dans la logique courte durée, longue durée? Alors, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai commencé par la location nue classique. Et même nu, ça veut dire pas meublé, quoi. Ouais, pas meublé, ouais, tout à fait. Avec les baux de 3 ans, enfin vraiment classique. Et donc là, ça m'a pris grosso modo 2 semaines. C'était sur ce premier appartement dont j'étais propriétaire. Et donc quand j'ai déménagé, j'ai mis mon annonce sur le Bon Coin, mes 3 photos.
j'ai eu mes appels, je suis allé chercher mon bail en version papier à l'époque à la papeterie du coin. J'ai appris un petit peu comment c'était, donc aller rédiger un bail, rédiger la caution, faire 2 visites et c'était réglé, quoi, terminé. Et ça tous les 2 ans, sans vacances locatives, etc. Donc là, c'était relativement passif, ça a été assez vite parce que j'avais déjà le bien forcément. Sinon, après, le deuxième bien, en termes de recherche, etc., le process est exactement pareil en location nue. Ça a pris peut-être 6 mois entre trouver le bien, le financement, le boucler, mais après, pas de travaux dedans, etc. Et en plus, j'ai acheté ce bien avec déjà un locataire, ce deuxième bien, déjà un locataire en place qui est resté 7-8 ans dedans. Il a dû m'appeler 2 fois pour un petit souci dans l'appartement, sinon j'ai jamais entendu parler, c'était vraiment une crème. Euh, et après, par contre, pour la partie meublée, courte durée, là, 2018, où j'ai voulu vraiment accélérer, là, j'étais vraiment en prospection active et assez énervé, où tous les jours, tous les jours, tous les jours, je regardais sur le bon coin se loger, les alertes, j'appelais tout de suite dès qu'un bien sortait pour être le premier à voir. Et je le faisais à distance en étant donc de Lille à Poitiers, il y a 600 bornes, il y a 4 heures de train, quoi, grosso modo. Et donc, c'était au prix d'aller-retour pour visiter, etc., etc. Plein de visites qui n'ont débouché sur rien. Et au bout de 6 mois, 1 an, j'ai trouvé cette pépite qui est pour moi une petite pépite. Et donc, là, pareil, l'acquisition, le financement qui était assez vite. Mais par contre, il a fallu meubler, faire quelques petits travaux. Donc ça, j'ai délégué. Et après, lancer tout le process pour la courte durée, le tout à distance également. Donc pareil, je me suis formé pour déléguer, notamment pour apprivoiser ce qu'on appelle le channel manager, qui va venir, c'est un petit logiciel en ligne qui va venir un petit peu être la tour de contrôle entre les différentes plateformes, pour la messagerie, pour la tarification, planifier tout ça. Donc j'utilise un channel manager qui est Bets24. Qui est assez connu, assez reconnu, qui est très très complet, très très puissant. Par contre, l'interface elle est sacrément dégueulasse. Ok, Et donc pour se c'est du l'approprier, Windows 98 presque. ouais, c'est un peu dans l'idée, c'est un peu ça. Et donc pour se l'approprier, c'est un petit peu complexe. Initialement, c'était que en anglais. Maintenant, on peut faire les traductions avec Google, etc. Mais initialement, c'était que en anglais en plus. Mais donc, oui, avec la formation, etc., ça m'a pris, aller, grosso modo, le process 1 an, mais en étant vraiment actif en parallèle de mon boulot. Voilà pour mon expérience sur ça, pour te répondre en termes de timing, de délai. Euh, Ouais, donc in fine, l'amont, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Et puis ça a été un coût aussi, temps, mais aussi un coût financier de faire les allers-retours. ouais. Est-ce que tu penses que c'est faisable de trouver des biens à distance sans se déplacer ou c'est pas ce que tu recommanderais? Si, c'est faisable. Et puis aujourd'hui, en 2024, on a quand même la chance d'avoir tous les outils, téléphone, les applications, le réseau, etc. Enfin, c'est vraiment fantastique. On peut trouver à distance, on peut acheter sans voir. Soit on peut se tourner même sur des solutions, des personnes qui proposent des sociétés de l'investissement clé en main, etc., etc. On met des critères. Moi, j'aimerais tel endroit, tel secteur, tel type de public. Tel type de gamme de travaux, etc., etc. Et puis, il s'occupe de tout, tu fais rien, t'es bien. Et puis, tu as ton rendement qui va être, encore une fois, peut-être diminué, peut-être à 6, à 7%, 5% de rendement. Après, si la localisation convient, si on est convaincu que dans le temps, potentiellement, ça va prendre de la valeur parce que c'est le quartier, etc., etc., bah, ma foi, pourquoi pas, et c'est très très bien. Si on veut être passif, on peut se tourner sur des solutions passives et c'est vraiment la beauté. Et donc tout est possible, quoi. Et on peut emprunter à 110% à distance sans rien faire, c'est possible aussi. On peut être amené à mettre un petit peu d'apport, mettons-le si c'est ce qu'on pense et qu'on est bloqué. Il n'y a pas de recette miracle et vraiment tout est possible en fonction de la capacité de chacun. Parce que là, je vais prendre mon exemple personnel, mais c'est pareil. Moi, j'ai débuté, j'étais pompier, grosso modo un salaire à 2000 euros. Ma compagne aide médico-psychologique. Elle me paye à 1500, 1600, 1700 euros. Donc des petits salaires, zéro billet en poche de base. Donc on a dû se construire comme ça. Et c'est en ce sens où l'effet de levier bancaire peut être intéressant pour démarrer. Après, la personne qui nous écoute peut-être qui a un niveau de vie supérieur à des revenus à 5, 10 000, 15 000 euros dans le foyer fiscal mensuel. Ben là, potentiellement, ça dérange peut-être un peu moins de mettre de l'apport, d'avoir un peu moins de rendement, et d'être beaucoup plus passif parce qu'elle a peut-être un travail très très prenant à 40, 50, 60 heures semaine. Ouais, donc finalement,
je pense un peu de manière similaire à la bourse, tu peux avoir différentes approches et il faut, avant de se lancer, réfléchir à l'approche que tu veux avoir. En bourse, comme tu dis, tu peux dire je vais acheter juste des ETF en automatique sur mon assurance vie ou mon PEA, peu importe. Ce que je fais par exemple. Voilà, et ça peut être très très bien par rapport au temps que tu veux y passer et derrière obtenir un certain rendement qui est tout à fait honnête. Mais tu peux aussi te chercher à faire du trading, ce que je ne recommande absolument pas. Ne faites pas de trading. 89% des particuliers qui font du trading en bourse perdent de l'argent. C'est statistique de l'AMF. Mais voilà, techniquement, c'est aussi une pratique. Tu peux être extrêmement actif. Stock picking, tu peux être très actif dans la gestion de tes investissements. En immobilier, du coup, j'entends que c'est similaire. Tu peux faire du clé en main proche de chez toi ou même à l'autre bout de la France et avoir une gestion 100% passive. Derrière, la rentabilité, elle s'en verra un petit peu impactée, mais tu auras tout de même fait appel au levier de l'emprunt bancaire et c'est important de l'exploiter. Toi, tu disais tout à l'heure au maximum même. À l'opposé du spectre, tu peux faire de la gestion locative courte durée, très courte durée, comme Xavier Delma et derrière obtenir des potentiellement très bons rendements, mais ça va te demander énormément de temps, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Par contre, s'il y a peut-être une vérité, en tout cas moi, une conviction que j'ai, il y a eu beaucoup cette démocratisation du rendement avec le cash flow positif qui s'accompagne. Donc tiens, fais tel truc et puis tu auras 100, 200, 300 euros de cash flow positif. Donc c'est bien de faire un investissement qui est rentable. Donc le coût du crédit, les mensualités, la taxe foncière, toutes les charges, etc. versus le loyer. Et si derrière le loyer est conséquent, il prend toutes ses charges et même dépasse, donc là on a un cash flow positif, donc ça c'est très très intéressant en effet. Par contre, à pousser ce vice du rendement à l'extrême, on peut parfois malheureusement peut-être se tourner sur des biens qui vont être in fine illiquides ou alors perdre de la valeur. Et donc l'immobilier c'est bien parce qu'il y a vraiment le côté, il y a vraiment le côté rendement d'une part, donc revenu court-termiste immédiat, mais il y a également le côté rentabilité globale avec le TRI, etc. Et donc la valorisation derrière. Donc d'une part, d'un point de vue financier, c'est intéressant quand même parce que si on achète un bien 300 000, on a un rendement positif, donc on est content. Mais si on doit le revendre 200 000, mince, à un moment donné, in fine, c'est pas cool. Et indépendamment de ça, c'est surtout le jour où on a envie de revendre, qu'on sache que le bien est liquide et la notion de liquidité dans l'investissement, quel qu'il soit, c'est quand même une notion qui est souvent un petit peu oubliée. On parle beaucoup du couple risque-rendement, mais la notion de liquidité est quand même à mes yeux, super importante. Donc se focaliser sur un bien qui est rentable, pourquoi pas, c'est très très bien, ça peut être un objectif très louable, mais aussi faire attention que ce soit un bien qualitatif qui peut être liquide le jour où on a envie d'appuyer sur le bouton, parce qu'on sait très bien l'immobilier, à l'inverse de la bourse. La bourse, on place un ordre, et c'est peut-être fermé le week-end en fonction de quelle place on est, mais on place le board, l'ordre, merci. On appuie sur le bouton au marché, hop, on vend en 3 secondes et demie, c'est bon, quoi. Les sous sont sur le compte et en 3 jours après, ils sont sur notre compte bancaire. Que l'immobilier, on va passer par un process de vente qui va déjà de par nature être long, minimum 3 mois, etc. Mais en plus, si le bien, on s'est enfermé dans un bien qui n'est pas liquide ou qui a du mal à se revendre, d'une part, on court potentiellement sur une perte financière sèche, et en plus, on va être embêté. Tu as soulevé des points hyper importants et intéressants là, notamment alors, le sujet de la liquidité, c'est vrai que c'est un critère dont je reparle assez souvent, notamment dans un comparatif bourse-immobilier. C'est vrai que l'immobilier, quand tu achètes un bien, tu peux mettre plusieurs mois selon l'état du marché immobilier pour le revendre et récupérer les capitaux. Et il y a tout un sujet de potentiellement valorisation, des frais de notaire, etc. qui peuvent rendre la revente compliquée. Là où avec la bourse, effectivement, en quelques clics, ça se refait. Alors derrière, tu l'as dit très justement, le couple rendement-risque. C'est vrai qu'en bourse, on va plutôt parler de rendement et de volatilité, là où l'immobilier c'est un petit peu moins, c'est censé être moins volatile, mais derrière le risque en immobilier il est aussi lié à la liquidité. Il y a aussi un sujet de liquidité en bourse, mais il est moins présent. Et tout à l'heure tu me parlais de petites pépites que toi tu avais pu trouver. Est-ce que finalement c'était cette combinaison entre le rendement, le risque, la liquidité, comment est-ce que tu définis un bien pépite et comment est-ce que tu le trouves? C'est quoi tes critères à toi pour trouver un bien pépite? Ouais, alors là pour le coup j'étais vraiment plus focus sur le côté rendement à l'époque, à l'inverse de ce que je dis là, mais il se trouve que c'était quand même un bien patrimonial en quelque sorte. J'ai eu de la chance de trouver ce bien où d'une part c'était une personne d'un certain âge qui approchait la soixantaine, donc il l'avait depuis plus de 20 ans,
Donc quand moi j'ai acheté ce bien à 350 000 euros, lui il avait certainement acheté il y a 20 ans 350 000 francs. J'ai plus les chiffres exacts, on les a sur la vente, etc. Mais en plus il s'était racheté à lui-même entre deux. Deuxièmement, c'est une personne qui avait une boîte dans le bâtiment. Donc le bien était entretenu, nickel, etc. Et en plus, il se trouve que c'est un ancien hôtel particulier à Poitiers, donc il y a des charmes avec des hauteurs de sous-plafond, avec un très très beau plafond, rosace, etc. Enfin bref, un petit peu de charme. Et tout ça fait que j'ai pu faire l'acquisition avec une petite négo qui était somme toute légère, juste pour donner un ordre d'idée, mais grosso modo à 1 000 euros du mètre carré sur 300 mètres carrés, au lieu de... le marché à l'époque était à 1 500, 1 600, 1 700 pour ce type de bien. Une belle décote. Une belle décote. Preuve en est, j'ai découpé tout de suite un appartement pour revendre tout de suite un appartement pour engranger des liquidités, me mettre en sécurité, etc. Et vraiment, j'ai fait l'acquisition et 3 mois après, l'appartement était vendu. Et ça a été vendu à 1 500 euros du mètre, enfin tout de suite maintenant. Et donc là aussi, à ce moment-là, j'ai compris aussi le potentiel de l'achat-revente, notamment en fonction, et même sans rien faire, sans apporter de valeur. J'ai compris ce qui était potentiellement une anomalie de marché, entre guillemets. Et d'où elle venait cette anomalie ? Et elle venait du fait que simplement, c'est un monsieur d'un certain âge qui avait un très très grand patrimoine, qui avait payé ça il y a 20 ans, donc il s'en fichait, lui il voulait c'est déstocker, donc c'était les soldes pour lui, mais lui avait déjà fait rouler sa bosse, donc pour lui c'était ok quoi. J'avais entendu souvent les bonnes opérations, elles se faisaient juste au moment où il y avait par exemple des divorces ou des décès ou ce genre d'événements un petit peu qui pressent les gens. C'est la beauté du marché de l'immobilier, c'est que c'est vraiment un marché de gré à gré et avec potentiellement beaucoup d'affectifs, en tout cas que des histoires différentes. On le voit, les agents immobiliers, quand on va chercher notre résidence principale, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez ressentir, vous voulez le petit coin d'extérieur, vous voulez la piscine, vous voulez le balcon, vous voulez tel emplacement. Non, moi, c'est que ce quartier-là, je veux pas la rue d'à côté, parce que moi, c'est ce quartier-là, quoi, je veux. Et donc, tout ça fait qu'il y a plein d'émotions et donc des conditionnements un peu irrationnels potentiellement. Ou en tout cas, moi, ma vérité du moment, c'est pas celle du monsieur qui me l'a vendu, qui a 60 ans, qui a déjà un patrimoine 100 fois supérieur au mien, qui a déjà payé ça il y a 20 ans. Et donc, tout ça s'explique de cette façon-là. Et en fait, sans se faire donner au cerveau, sans chercher une solution magique, voilà. Par contre, ça m'a demandé d'être, dans mon cas, très, très réactif, d'être proactif dans la recherche. L'annonce est tombée. J'ai appelé tout de suite, c'était par agence. Et j'ai appelé tout de suite l'agence, donc moi je remontais dans le nord, je pouvais pas visiter ce bien. L'agence me dit c'est ok, la semaine prochaine, vendredi, la visite et tout. Je dis une semaine, c'est mort, je vais me faire passer, enfin ça va me passer sous le nez, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, qui va réussir. Je dis c'est pas possible, je dis non, mardi je peux être disponible pour visiter, etc. Là, telle heure, ok, mardi, telle heure, mais j'étais absolument pas disponible. Et au final, j'ai envoyé mon père visiter. Qui n'est pas de la partie, etc. Bon, après, il a la tête très très bien faite. Il sait Merci voir, papa. Exactement. Il visite, il m'appelle, il me dit c'est conforme à l'annonce, machin, il n'y a pas de loup, enfin tout roule. Et j'ai fait l'annonce à distance tout de suite, on a négocié et c'était plié. Ça m'a demandé une hyper activité et réactivité sur le moment, surtout qu'on était dans un marché qui était, pour les vendeurs en tout cas, plus... le bras de fer tombait plus aux côtés des vendeurs, ils avaient quand même le choix, etc. Et aujourd'hui, justement, tu me parlais du marché tout à l'heure, on est à l'inverse sur un spectre... les personnes qui souhaitent acheter sont pour le coup en position de force pour négocier pour plein de raisons. Si tu veux, on peut détailler un petit peu, mais là on est vraiment sur un marché d'une tendance où l'acheteur a la force, dans le sens où il y a d'une façon générale, après le marché immobilier en France est assez disparate quand même, mais une tendance globale, il y a quand même beaucoup plus de biens en stock à vendre sur le marché, beaucoup plus de choix, les délais sont plus longs pour vendre. On voit les prix qui commencent à diminuer là, depuis quelques temps, etc. Et donc, un potentiel acquéreur qui a une capacité d'emprunt, qui est sûr de son financement, etc., peut se permettre de visiter plusieurs biens, peut se permettre de faire des offres peut-être un peu plus agressives en termes de prix, de négo, etc., avec les contraintes en plus sur toutes les réformes, sur la loi climat, les DPE, etc. Ça fait peur à beaucoup de monde aussi, donc tout le monde se presse de vendre les biens, sinon je ne vais pas pouvoir louer dans 5-10 ans, etc. Et donc là, il y a vraiment, je pense,
des bonnes affaires à faire qui sont, parce que souvent on dit les bonnes affaires c'est off-market, ou c'est pas par agence parce que tu as les frais d'agence, etc. Mais là, je pense que même sur la place publique, aux yeux de tout le monde, il y a des bonnes affaires qui traînent, ou alors des personnes qui ont vendu leurs biens, mais le financement n'est pas allé au bout, donc il revient sur le marché. Donc là, la personne, elle est dégoûtée, elle a envie de vendre, elle est prête à céder un petit peu plus. Si le mec arrive... zéro condition d'octroi de crédit, etc. Je vous mets les garanties, c'est temps et c'est sûr. Hop, là tout de suite. Donc il y a des affaires à faire, même dans un marché un petit peu plus tendu aujourd'hui. Ouais, finalement, de ne pas avoir de conditions sur la partie financement, ça peut être un levier de négoce énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires qui allaient vendre, qui étaient sur le point de signer, voire même qui avaient signé. Finalement, l'acheteur ne trouve pas le financement, ça tombe à l'eau et c'est reparti pour des mois de visite et compagnie. Derrière, ça peut être un levier de négociation colossal, quoi. Clairement, ouais. Comment est-ce que toi, tu t'étais formé initialement? Parce que tu dis tes formations, enfin, tu as fait sapeur-pompier, donc t'as pas travaillé en agence ou autre. C'était quoi tes ressources, je sais pas, des livres, des podcasts? Comment est-ce que tu t'es formé à l'immobilier et plus généralement à l'investissement? Ouais, alors dès lors que j'ai acheté mon premier appartement, c'est dès lors qu'on commence à investir en bourse, on ouvre un PEA, on place son premier ordre, tout de suite, on comprend plein de mécanismes, comme tu le disais tout à l'heure. Dès lors qu'on fait, on apprend mieux. J'ai acheté cet premier appartement, certains prix, etc. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours regardé, toujours déjà les prix du marché par curiosité. Tu sais, le petit magazine Logikimo, machin, en version papier, là. J'étais souvent dans les transports, tout ça. Je prenais ce magazine, je feuilletais, ou alors Le Bon Coin, ne serait-ce que par curiosité, pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a. Tu fais de la veille, en fait. De la veille. Et j'ai fait cette veille depuis mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui, mais toujours. Et donc, sur mon secteur. Et donc, j'ai une connaissance fine qui s'est construite comme ça au fil de l'eau, inconsciemment, mais par curiosité. Et donc, déjà, il y a une connaissance du marché. Donc, premier truc, c'est d'être curieux, d'être à l'écoute, de regarder. Et après, plus précisément, comment je me suis formé, des livres. Ouais, j'ai lu des livres, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais tout ce qui est les trucs pour les nuls, la fiscalité pour les nuls, etc. Ils sont bien ces livres, parce que je me suis toujours demandé, je les vois tout le temps à la FNAC, c'est des bons livres, il y a de la vraie connaissance dedans? Ouais, il y a de la vraie valeur technique, des fois plus ou moins pointue en fonction, et vu que c'est vraiment, il y a une déclinaison de livres comme ça par thématique, donc ça reste quand même assez précis, vu que c'est vraiment assez ciblé sur telle ou telle thématique. Faudrait creuser, je te dirais peut-être des bêtises, mais il y a peut-être l'impôt foncier pour les nuls, donc vraiment ce qui a trait à la location nue, le LMNP pour les nuls, etc. Alors ça existe peut-être pas dans ces versions comme ça, mais pour imager, et donc c'est assez précis, assez basique, et donc quand tu pars de zéro, ça te donne déjà des connaissances pas mal. Après, il y a vraiment tout un contenu. En 2024, franchement, zéro excuse. Il y a ton podcast, ta chaîne YouTube Le Grand Bain. Il y en a des milliers comme ça qui poussent même tous les jours. Des mecs qui sont excellents, qui font du contenu de qualité. Il y a les cours d'Harvard, je crois, qui sont disponibles gratuitement. On a Google depuis des années. On tape sur Google, on a toutes les informations. Il y a ChatGPT, il y a... En fait, justement, c'est peut-être ce point-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... vont justement prendre le contre-pied en disant oui, mais cette surcharge d'informations, elle rend compliquée la distinction entre les bons contenus, les mauvais contenus, les informations justes et fausses, et surtout aussi il y a cette dimension de mise à jour complète, là où même pour la bourse, mais je pense encore plus pour l'immobilier où il y a des questions de réglementation et de fiscalité qui évoluent constamment. Peut-être qu'un contenu de 2022, il est plus du tout à jour, il est plus, tu vois, vu que la réglementation évolue, ça rend peut-être aussi plus compliqué l'apprentissage. Ouais, après il y a une chose très simple et qui a toujours été, qui je pense sera toujours, c'est écouter, regarder ceux qui font déjà. Et à côté de nous, dans notre entourage, dans le club de sport, dans l'asso, dans le truc, il y a forcément, là on parle d'immobilier, un mec qui a investi dans l'immobilier, etc., qui a son expérience à lui. Forcément, il va avoir des conseils de son expérience à donner et ça sera toujours plus intéressant que d'écouter le collègue à la machine à café qui a un avis sur tout et qui n'a jamais rien fait, quoi. Et donc là, écouter ceux qui font, et je pense que ça, c'est peut-être quand même aussi assez simple et rassurant aussi. Et où il y a du contenu de qualité, il y a tout vraiment. Et puis sur Internet, comme tu dis, c'est vraiment énorme, et il y a tout à boire, à manger, mais... Je pense que quelqu'un qui s'est posé un petit peu sur ta chaîne, ne serait-ce que celle-ci, à un moment donné, a compris que voilà, c'est sérieux, tu prends le temps de faire des émissions 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, aller en profondeur. Bon, à un moment donné, tu peux avoir... Il y a le cache investigation là, de Élise Lucet. Alors, j'ai pas le nom des mecs là, qui passent dedans, j'ai vu des extraits, ça m'a fait sourire, mais
Ouais, bah venez, investissez avec moi, donnez-moi tous Sur le tes trading, auditeurs. Ouais, j'invite tous tes auditeurs à me donner 30 000 euros et puis je vais leur dire comment être millionnaire en 2 jours. Ça, c'est incroyable, ça. Ouais, Moi, je veux bien donner un RIB, mais bon, à un moment donné, il faut être sérieux. Enfin, après, il y en a qui tombent dans le panneau s'ils veulent. Mais non, mais en plus, je sais pas. Alors, moi, je l'ai pas regardé en détail cette émission. Donc, on parle, tu vois, de cash investigation. Il parlait des influenceurs où ils mettaient en avant des services de trading, je pense, ou de copy trading. Et voilà, où ils disaient aux gens, donnez-moi 5 000 euros et je vous en fais 50 000 ou je ne sais combien. Ouais. Et en fait, elle a interviewé les gars, mais enfin, je sais pas si t'as vu l'émission, moi je n'ai vu que des extraits. Non, que l'extra aussi. Le mec disait, mais je suis désolé, le gars qui me donne son argent alors que je lui promets de faire un x10 ou x50 ou je ne sais combien, il est juste bête. Et c'est tant pis pour lui. Ça fait peur d'entendre ça quand même. Mais d'où l'importance derrière de l'éducation financière. Et on en vient justement à la mission que tu portes aussi avec La Bonne Fortune et avec le contenu que tu produis, avec le Grand Bain, ce que je fais. L'idée, c'est de démocratiser l'accès, de faciliter l'accès à des connaissances fondamentales comme c'est quoi un rendement cohérent, c'est quoi un rendement possible. Ça, j'en avais parlé avec Mounir Lagoun, le CEO de Finari, où en fait, on se rendait compte, mais qu'il y a beaucoup de personnes, tu leur dis... 5% de rendement, 10% de rendement, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Et en fait, quand t'as pas les notions de base fondamentales, des ordres de grandeur, c'est hyper compliqué. Et surtout que ce serait trop simple si jamais les arnaqueurs te disaient oui, c'est 200% par an. Là, les gens vont tilter. Par contre, on te dit ouais, c'est 2% par semaine. Tout de suite, ça rend, ça rend confuse l'analyse et l'estimation de ce que ça représente vraiment. Toi, justement, derrière, tu as une spécialisation plutôt sur la partie immobilière, mais tu t'es élargi sur la partie éducation financière avec l'investissement bourse, crypto, t'en parlais tout à l'heure. Et aussi, tu as lancé ton podcast, La Bonne Fortune. C'était quoi la motivation initiale quand tu as lancé ton podcast ? De continuer ce chemin d'apprentissage justement, où j'étais consommateur, mais encore une fois, rien de mieux qu'en faisant, d'être consommateur passif. C'est cool, je vais faire mon jogging, je vais écouter ton émission, je kiffe, je cours et puis j'apprends. Mais de la faire, tu vois, là on est là, les yeux dans les yeux, et c'est tout de suite, t'apprends beaucoup, et t'apprends beaucoup sur les autres, encore une fois, et tu reçois ceux qui ont déjà fait dans leur domaine. Alors le mec, j'ai reçu des personnes qui sont vraiment sur la bourse, sur le trading, tout, c'est pas ma came, ma spécialité, mon appétence, mon envie, mais j'ai quand même une petite part de curiosité pour comprendre un peu dans les grandes lignes. Je suis content de l'avoir, et le fait d'être acteur, de lancer ça, donc c'était d'une part d'un point de vue, on va dire, purement auto-centré pour moi continuer cette quête d'apprentissage en étant actif. Et en même temps, forcément, le fait d'avoir démissionné des pompiers pour me lancer full investissement, entrepreneuriat, etc., ça a interpellé un petit peu dans mon entourage, dans ma famille. Et des personnes qui me demandaient, tiens, comment tu fais l'immobilier, machin. Tiens, t'es investi là sur les cryptos, machin. Je vois le Bitcoin, il est pas mal et tout, comment tu fais ? Je me suis dit, tiens, de transmettre en même temps, c'est une belle mission. C'est pur kiff. Et puis voilà, ça peut servir certains au plaisir, quoi. Complètement aligné avec toi et sincèrement, notamment pour des sujets comme des médiums, pour des médiums comme le podcast, qui sont très long terme. Ça demande beaucoup de temps pour avoir la moindre traction, la moindre audience, et derrière pour en avoir un retour, on va dire business, parce que c'est aussi du temps, c'est aussi de l'argent, c'est beaucoup de travail de tenir un podcast. C'est, je pense, intenable, impossible de le faire sur du long terme. Long terme, c'est 12, 18, 24 mois et plus, si derrière tu le fais pas un petit peu pour toi. Et secrètement, moi je me le dis souvent, le podcast je l'ai lancé initialement dans une logique presque égoïste, parce que je voulais pouvoir échanger avec des personnalités, avec des experts du secteur de l'investissement, des finances personnelles. Aujourd'hui, n'importe qui t'envoie un message à quelqu'un qui est entre guillemets un petit peu médiatisé, un peu connu, ouais, on peut parler pendant 2 heures, jamais personne va te dire oui. Par contre, tu lui dis, ouais, je peux t'inviter sur mon podcast pour parler de toi, ton expérience. Globalement, je sais pas ton expérience à toi, mais 95-99% du temps, on m'a dit oui. Même au début, quand le podcast n'existait pas. Aujourd'hui, qu'il y a plus d'ampleur, tu te dis, c'est une justification. Mais même quand le podcast n'existait pas, mes premiers invités, ils ont bien dû dire oui. Et c'était pas des amis à moi, c'était pas des gens... on se rend pas compte si jamais vous avez envie derrière de vous former. Et là, on parle d'investissement, de finances personnelles, de bourse, d'immobilier. Mais je pense que c'est vrai pour n'importe quelle thématique. T'as envie d'échanger avec des experts d'un secteur, d'un sujet. T'as envie de te former dans une logique presque purement égoïste. Lancer un podcast, certes, c'est du travail, mais c'est un... J'interromps l'échange quelques instants pour vous partager un constat très gênant.
80% d'entre vous qui regardez ce podcast n'êtes pas abonnés à la chaîne YouTube. Pourtant, vous abonner, c'est apporter votre soutien gratuitement à la chaîne et ça me permet de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, de meilleurs invités, de meilleurs apprentissages et des productions audio et visuelles de meilleure qualité. Je mets beaucoup de moyens personnels dans cette chaîne parce que je veux vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous avez déjà regardé un épisode du Grand Bain, si vous avez appris quelque chose, si vous avez passé un moment instructif ou agréable, alors je vous demande simplement de vous abonner. Si vous le faites, je vous promets de vous proposer à chaque épisode un contenu toujours plus qualitatif. Ça vous convient ? On retourne à l'épisode. C'est un médium et c'est un support, c'est une excuse excellente. Je sais pas, c'est quoi toi ton retour vis-à-vis des invitations et des acceptations de tes invitations pour ton podcast ? Je partage à 300% tout ce que tu viens de dire et encore une fois, ouais, c'est parti peut-être sur une démarche auto-centrée, égoïste, mais en même temps, tout ce qu'on fait, à un moment donné, on le fait parce qu'on a envie, on le fait parce qu'on a une raison, je sais pas, on investit parce qu'on veut quitter son job, parce qu'on veut déménager, parce qu'on veut partir à la retraite plus tôt, parce qu'on veut augmenter notre revenu, parce qu'on veut léguer un patrimoine, parce que... Donc on a tous des raisons, hein, qu'elles soient dites bonnes ou mauvaises, je sais même pas si on peut dire ça, mais donc on a cette motivation intrinsèque et ou extrinsèque, et qui nous permet de se lancer. Et en effet, le podcast, moi j'étais subjugué et les gens à côté de moi me disaient « Mais comment t'as fait pour avoir lui ? Comment t'as fait pour... » Rien, j'ai fait un mail, un message, il m'a dit « Oui, forcément, la personne, elle vient sur ton média. » Alors aujourd'hui, tu dis en plus ton média a pris un peu d'ampleur, etc. Donc il est content d'avoir une visibilité, etc. Mais au début, la personne, elle va être contente parce qu'elle va parler d'elle, elle va parler de son expérience. Donc on est tous contents, on est tous un peu plus ou moins. Et donc, c'est sûr et certain que c'est un média super puissant. Par contre, tu l'as dit, ça demande quand même du taf, etc. Je vois au début, je partais vraiment... Je me suis dit, tiens, tous les dimanches, un épisode par semaine, j'en déroge pas, etc., la tête dans le guidon. Chercher les invités, de tac, relancer, faire l'émission, monter. Et j'ai vu de vie au bout de... Enfin bref, t'auras compris. T'as vite vu, ouais. Vite vu, merci. Au bout de quelques semaines, quelques mois, ouais, c'est un rythme quand même assez hardcore en faisant tout à 100%. Et donc du coup, j'ai levé le pied. Aujourd'hui, j'ai pris le parti pris justement de dire je continue mon média, mais comme je l'entends, quand j'ai envie de publier, quand j'ai les invités, tac, et puis j'y vais à la cool et sans pression. On me demande souvent c'est quoi le bon rythme pour créer du contenu, que ce soit sur podcast, mais même les vidéos YouTube, les posts LinkedIn, tout ce que tu as, les newsletters. La réponse que je pense la plus vraie, c'est le rythme que tu pourras tenir sur les 3, 5, 10 prochaines années. Ouais. Si jamais c'est un post par semaine, une vidéo par semaine, très bien. Si c'est un post, une vidéo par mois, très bien aussi. Bien sûr, après derrière, ça dépend ce que tu veux en faire. Et si jamais c'est ton activité à temps plein et que c'est ta source de revenus numéro 1, et que tu le fais une fois par mois, derrière, tu peux pas t'attendre à gagner des dizaines de milliers d'euros par mois ou des centaines de milliers d'euros. Ouais. Si jamais c'est, on va dire, on the side pour le plaisir et que c'est pas ta source de revenus numéro 1, faire un épisode par mois vaut mieux. Il y a rien de pire, je pense, que de se dégoûter du rythme et derrière de lâcher. On le dit souvent, il y a 90% des podcasts qui font moins de, je crois c'est 20 épisodes. Et à partir du moment où tu fais le 21e épisode, tu es déjà dans le top 10 des podcasts en termes de longévité. Et c'est pas évident, faire 20 épisodes de podcast. Mais bon, derrière, qu'est-ce que toi, tu en retires aujourd'hui de ce podcast ? Du partage, de la connaissance, du bonheur, de l'échange. Et vraiment, ça n'a pas pris des connexions, du réseau, des affaires aussi. T'as fait du business un petit peu avec le podcast, ouais ? De façon indirecte. Je ne l'ai pas monétisé encore, même là, si je songe cette année à avoir pour même du sponsoring, etc. par exemple. Alors, je n'ai pas encore monétisé de façon directe. Par contre, ça m'a permis de rencontrer des personnes, de faire des affaires. Là, j'ai développé le bon flip, là, je te parlais sur l'activité de marchand de biens où on fait des opérations, où on permet à des investisseurs de venir, etc. Donc je me suis associé avec un ami qui est marchand de biens en Bretagne, Sylvain Turbet, que j'embrasse s'il m'écoute, il va m'écouter, j'en suis sûr. Et tu vois, sans le podcast, je l'aurais jamais rencontré parce que donc, j'ai développé ce podcast, il était auditeur. Il avait un petit Instagram avec sa compagne à l'époque, etc. Donc il me contacte là-dessus par rapport au podcast. L'été 2021, je fais toute une mini-série sur des parcours d'investisseurs, monsieur, madame, tout le monde au coin de la France, etc. Qu'est-ce que tu as fait, développe un peu tes opérations, etc.
Donc je les invite avec Vanessa pour venir sur l'émission. On fait cette émission, on accroche, on fit. Il est en Bretagne, je pars en vacances en Bretagne, je lui fais un petit SMS, tiens, je passe une semaine là, etc. Je suis juste à côté, viens, et puis de fil en aiguille. Et aujourd'hui, 3 ans après, on est associés sur cette magnifique aventure qui est le Bon Flip. Et donc typiquement, c'est sans le podcast, j'aurais pas vécu ça. Sans le podcast, je ne serais pas ici aujourd'hui parce que tu le disais en introduction, c'est Morgane qui est une auditrice de ton podcast. Qui est une auditrice, et donc on échange sur LinkedIn, etc. Nous met en relation, on arrive là aujourd'hui. Donc voilà, après, et demain, après-demain, ça réserve encore plein de belles surprises que je ne connais pas et que tu ne connais pas encore aussi pour toi. Et donc de façon indirecte... Et je pense que c'est aussi une bonne stratégie de faire les choses simplement avec kiff, avec passion, avec du sens. Et les fruits viennent après aussi des fois, pas être tout le temps dans je me le dis à moi-même en même temps, mais pas être tout le temps dans le focus. Tiens, si je fais ça, si je fais tel investissement, j'ai tant de rendement, j'ai tant à la fin. Non, mais des fois, on peut être amené à avoir des bonnes surprises, etc. Fais les choses correctement et puis tu auras les fruits in fine, tôt ou tard, d'une belle manière, quoi. De toute façon, je pense que toutes ces entreprises dans lesquelles on se lance, un podcast, une newsletter, peu importe la création de contenu ou n'importe quel projet entrepreneurial, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il n'y a pas besoin, day one, de se lancer avec du matériel d'ultra qualité, d'être dans un studio. Tu vois, moi j'ai commencé, j'étais dans ma chambre, j'avais un petit micro que j'avais acheté, je sais plus, même pas 100 €. Tu utilises des logiciels, il y a Zencastr, il y a Riverside, il y a ce qu'il faut pour commencer à enregistrer en distanciel. Tu peux aujourd'hui faire de la très bonne qualité avec très peu de moyens, donc il n'y a pas d'excuses. Et derrière, build up un petit peu si jamais tu veux le développer, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ouais, et donc si tu le fais pas avec plaisir et passion au début, tu vas t'arrêter. Et je pense sincèrement que la réussite, il faut définir la réussite et on pourra en reparler, mais en tout cas le succès dans, on va dire, l'imaginaire commun, ça vient non pas de faire des choses extraordinaires, mais ça vient de faire des choses ordinaires sur une période de temps extraordinaire. Ouais, de ouf. Et de le faire vraiment avec résilience, avec passion et avec l'envie de s'améliorer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se lancent et qui se disent je vais créer du contenu, par exemple, et qui publient énormément, tu vois, et qui se donnent vraiment les moyens sur Instagram, sur tous les réseaux que tu veux, mais ça prend pas. C'est parce que je pense elles font le travail de créer beaucoup, mais elles font pas le travail de chercher à s'améliorer à chaque publication, à chaque contenu créé. Si jamais tu combines le long terme et l'itération, donc la volonté d'améliorer chacun des contenus progressivement, t'es sûr et certain, c'est impossible pour moi de ne pas réussir. Tu vois qui c'est MrBeast ? Le youtubeur, c'est le youtubeur numéro 1 monde, en termes de nombre d'abonnés, je sais plus, il a 250, 300 millions d'abonnés, bref, voilà. Et lui-même le dit. Tu vas bientôt le rejoindre. Oui, exactement, je suis pas très loin, il manque quelques zéros. Il le dit, la meilleure façon à 100% de réussir sur YouTube, et je pense que c'est vrai pour n'importe quelle plateforme, c'est de chercher de s'améliorer de 1% à chaque contenu. T'améliores un tout petit peu, t'améliores je sais pas, le montage, l'audio, le script, ce que tu veux, t'es sûr et certain de réussir. Comment est-ce que toi, d'ailleurs, t'as essayé un petit peu d'améliorer, que ce soit le contenu, le podcast, ou même enfin voilà, tes contenus, dans quelle logique tu es un petit peu d'itération, qu'est-ce que tu essaies d'améliorer à chaque fois ? Ouais, très très bonne question. Aujourd'hui, je vais être sur une phase de vraiment développement, l'améliorer d'un point de vue retombée économique, t'en parlais juste avant. Retombée économique avec le sponsoring, etc., ce qui me permettra d'améliorer toute la partie délégation, délégation des contacts, du montage, du truc, etc. J'ai commencé pareil dans mon petit bureau, un petit micro. Alors je pense que j'ai pas commencé avec les oreillettes et le filaire. Je crois pas que j'ai fait ça, mais avec un premier micro qui était tout pourri, USB, machin, que tu branches. Ensuite, je me suis acheté avec le XLR, le petit zoom, etc. L'enregistreur avec un micro qualitatif. Et donc là, depuis, j'ai ça, je ne change pas. Une fois que j'ai quelque chose, je ne m'amuse pas à changer non plus tous les 4 matins. Ça fonctionne très très bien. Mais le son, c'est important. Tu parlais d'itérer, de s'améliorer tous les jours. Un des livres qui m'a marqué là-dessus, qui est très très grand public, que beaucoup vont certainement connaître, c'est... les effets cumulés, compound effect de Darren Hardy, c'est typiquement ça, quoi.
au bout du bout, la différence sera là. Et donc, il ne s'agit pas forcément de faire un coup, de trouver la recette magique, etc. Dans l'investissement, c'est pareil. On peut trouver sa pépite, on peut faire un coup, on peut investir au bon moment sur les cryptos, sur le Bitcoin, et 3 mois après, ça pète. Et donc, c'est cool, tant mieux. C'est possible, c'est vrai que c'est possible, mais c'est pas la réalité. Et sur le long terme, non, ça fonctionne pas. Donc ouais. Et pour en revenir sur le média, sur le podcast, en effet, tu parles tu fais l'analogie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Là, on va être sur la période des JO. Quelqu'un qui est passionné de sport, qui est passionné de marathon, j'en sais rien, il lance un podcast sur le sport. Je suis persuadé qu'en 6 mois de temps, il peut toucher 15, 20, 30 athlètes olympiques et recevoir sur son émission, ce qui est énorme. Enfin, jamais de la vie, je sais pas moi, il y a 10-15 ans, je me serais dit, potentiellement, je peux avoir 15 athlètes olympiques devant moi, quoi. Enfin, C'est clair. Et là, je suis vraiment convaincu, intimement convaincu que quelqu'un qui se lance et s'il a envie de partir là-dessus, quoi, s'il veut faire du jardinage, j'en sais rien, il va avoir l'autre sur Arte, j'ai perdu son nom sur la 5, mais bon, bref. T'es inconnu, là? Ouais, peu importe, mais bon, bref, tout est possible, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment un média et accessible. Donc, peut-être qu'on digresse par rapport à l'investissement, mais en tout cas, sur l'univers du podcast, comme tu dis, avec un bon micro, c'est quand même la base. Mais ne serait-ce qu'un bon micro, enfin, avec 100 balles, t'es parti, t'as ton micro et tu peux faire à distanciel avec, t'as cité les logiciels, Zencastr, Riverside. Puis après, quand bien même tu fais un beau studio comme ça, oui, tu mets un petit peu de pognon, mais je sais pas, je dis une bêtise, ne m'engueule pas si les chiffres sont pas bons, mais tu mets 10 000 balles, sûrement, ouais. T'as tes deux caméras, etc., relier le truc, et puis voilà, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, c'est un peu lié finalement, investir en soi, investir dans ses compétences, investir dans son réseau, ça a tout autant, si ce n'est plus de valeur qu'investir en bourse ou en immobilier. Et tu vois, moi je parle souvent de Alex Hormozy, peut-être que tu connais, entrepreneur américain, où il démocratise justement les leçons business, et il compare souvent le S&P, donc la bourse américaine, et le S&Me. Donc c'est investir en soi, en ses compétences. Et en fait, c'est vrai que quand tu investis dans ce que tu sais faire, toi, tu vois, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être du temps, mais tu investis dans tu vois, une formation payante, ou même des formations gratuites sur Internet, consommer du contenu, investir dans ses compétences, c'est ce qui a le meilleur retour sur investissement possible, dans le sens où tu payes, si jamais c'est payant une fois, généralement. Et après, tu acquiers des compétences qui te servent toute ta vie. Moi, je le dis souvent pour tu vois, mon programme d'accompagnement, ma formation sur l'investissement, qui est centré plutôt sur l'investissement en bourse. Ouais. Quand on me demande, mais oui, c'est quand que je vais faire, quand je vais récupérer le prix de l'investissement, etc., je dis, mais déjà, ça dépend de facteurs qui ne dépendent pas que de moi. Combien tu vas investir, pendant combien de temps, les marchés financiers demain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu acquiers des compétences qui vont te servir toute ta vie. Ouais. Tu vas savoir comment générer de l'argent, et tu vas savoir comment faire fructifier l'argent que tu as déjà. Quel est le meilleur investissement possible que ça, quoi. Moi, j'y pense souvent. Et justement, toi, du coup, tu n'avais pas trop fait de formation payante sur la partie immobilière ou d'autres secteurs ? Non, j'ai vraiment fait exclusivement sur la partie channel manager pour me former, parce que c'était un des blocages techniques que je ressentais. Sur le reste, avec le contenu dit accessible, gratuit, pour ma part, j'en avais assez, mais en effet, je peux que recommander de suivre des formations, de lire un livre, de s'inscrire à ta masterclass, de suivre ta formation. Si la personne est intéressée par la bourse de façon passive, etc., c'est son délire, vas-y, fonce. Et puis, je ne sais pas du tout combien tu vends ta formation, je dirais peut-être des bêtises, c'est peut-être 1000, 1500, 2000 euros. J'en sais strictement rien, mais tu as une valeur derrière, etc., qui va te faire gagner du temps, du truc, etc. Vas-y, on est tous là, on va s'acheter, je sais pas moi, un iPhone à 1000 balles, ou faire des vacances ou des trucs. On sait tous claquer du pognon, c'est simple, dans des conneries, franchement. On est les rois on est les champions du monde dans les pays occidentaux pour acheter des futilités pour peu qu'on ait des enfants. Là, c'est encore pire. Ouais, c'est clair. À un moment donné, oui, prendre le temps d'investir en soi de manière pécuniaire pour suivre une formation, ou du temps ou de l'énergie, ça me paraît quand même essentiel. Ouais. De toute façon, moi je l'ai bien vu, mes revenus, ils ont fait x4, x5 à partir du moment où j'ai décidé d'investir dans mes compétences, où j'ai acheté des formations, où j'ai repris des calls avec des experts, où tu passes 30 minutes, 1 heure avec un gars pour pouvoir poser des questions. Enfin, là-dessus, on se rend pas compte, tu vois. Il y a ce principe, ce concept du pilote, je sais plus comment exactement ça s'appelle. En fait, c'est le principe de dire un pilote d'avion, si jamais il dévie de 1 degré, tu vois, par rapport à sa destination initiale, sur un long trajet,
il va arriver pas du tout au bon endroit, il arrivera très très loin. Et c'est ce principe de dire, bah, si jamais toi tu investis dans tes compétences et que, je sais pas, tu as une réflexion autour t'as une problématique précise, tu prends un call avec un gars, sur 1 heure de call, peut-être qu'il y a un tips qui va prendre 30 secondes à obtenir, mais qui va faire toute la différence, qui va te faire dévier ta stratégie et qui peut te faire faire x2, x5, x10 sur tes revenus ou sur ta santé ou sur voilà, ta philosophie, ton épanouissement. Il suffit de ce petit degré. Mais si tu fais pas cet investissement initial, Non. si tu fais pas les 60 autres minutes, bah, tu peux pas avoir 7 minutes qui va tout changer. Exactement, exactement. Et c'est encore une fois, ouais, les effets cumulés, on en revient sur ce principe fondamental, mais ouais, tu as tout dit. Donc du coup, là, tu invites dans le même temps à écouter, enfin à inciter les auditeurs à écouter jusqu'à la fin l'émission, parce qu'il y aura peut-être le petit tips Aussi, complètement. dans la dernière minute qui va faire switcher, mais blague mise à part, non, c'est essentiel. Et vraiment, la formation, l'entourage, personnellement, c'est pareil. Tiens, l'entourage, ouais, c'est vrai, ça. Toi, t'étais entouré ou pas de personnes qui étaient intéressées par ces sujets, que ce soit l'investissement, la bourse, l'immobilier, ou pas du tout et quel impact ça a eu justement autour de toi, le fait de te former? Ouais, alors non, pas spécialement. Moi, j'avais plutôt un entourage inverse, notamment ma famille, alors que j'adore, hein, que j'embrasse ici s'ils m'écoutent, mais avec un petit peu les stéréotypes. L'investissement, c'est dangereux. L'immobilier, tu peux perdre. Attention à un crédit, tu es engagé sur 20 ans, etc. etc. Vraiment, tous les préjugés. Et j'ai un petit peu grandi là-dedans de façon peut-être un peu inconsciente, mais c'est quand même, ça pèse et ça fait la différence in fine, je pense. Après, j'ai un ami vraiment d'enfance qui, lui, on a eu un parcours et un trajet un peu similaire, donc on était un ancrage l'un pour l'autre, et donc sur cette aventure un peu d'investissement, etc., j'avais toujours ce pilier à côté de moi, Thibaut, je l'embrasse. Mais, et pareil, chez les pompiers, à la caserne, etc. Il y a deux, trois personnes qui investissaient, mais peut-être pour certains un peu dans leur coin, qui ne voulaient pas trop donner leur truc, etc. Et plutôt un entourage un petit peu... Ils voulaient pas trop partager les bons conseils Ouais, ou des bons conseils, etc. Tu sais, tu as toujours la personne qui, quand tu as une copie à l'école, qui met son coude pour cacher sa copie, pour pas qu'au cas où tu lui piques un truc et tout, ça lui enlèverait quelque chose, tu vois. Et donc un peu de ça, ou alors sinon des personnes qui n'avaient pas trop d'expérience, mais plutôt ce côté préjugé, c'est risqué, c'est dur. J'ai plutôt vraiment grandi là-dedans. Ça n'a pas dû être simple tout de même, parce que je vois beaucoup de personnes justement que je coach ou autres qui me disent j'ai pas grandi dans un environnement où l'argent c'était un sujet dont on parlait librement. Au contraire, c'est plutôt l'inverse, c'était tabou. Pas d'éducation financière de la part de mes proches, de mes parents. Donc ils partent de loin, entre guillemets. Et ça rajoute une marche supplémentaire parce que au-delà de devoir briser des croyances internes, tu dois briser des croyances externes autour de toi. Les gens vont te dire mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est l'arnaque, c'est trop risqué. Comment est-ce que toi t'as dépassé ces idées préconçues de ton entourage? Ouais, j'ai pour le coup, sur ce pan-là, de la chance d'être assez têtu et fonceur, on va dire. Tu t'es pas laissé bloquer, quoi. Non, je me suis pas laissé bloquer, et au contraire, ça a peut-être généré en moi une source de motivation supplémentaire pour leur montrer, tu sais, quelque part, de dire, je sais pas, faudrait remonter, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais c'est vrai que ça peut être des freins, et je sais que j'en ai souffert un petit peu, même des fois avec ma compagne, de dire arrête de me mettre des bâtons dans les roues, enfin fous-moi la paix, et je vais faire mes affaires et ça va bien se passer, et regarde, preuve en est, ça s'est bien passé, preuve en est, ça s'est bien passé. Oui, mais là, oui, je sais, mais bon, à un moment donné, tout est pas rose, tout est pas lisse, mais ça va aller, quoi. Et donc ça, non, j'ai pas pu trop profiter d'un entourage vraiment qui m'aidait à pumper. Par contre, je reviens sur ta question précédente sur la formation, etc. et l'entourage. Le fait de se former, je ne sais pas si toi tu proposes une communauté dans le Grand Bain quand tu te formes, tu as accès à la communauté, etc. etc. Moi, en investissement dans du private equity, je suis tombé dans une boîte, on était donc une SPV, on était plus de 70, etc. Un simple groupe WhatsApp, une énergie de fou dans ce truc et tout, un club deal. Et une énergie de fou dans ce truc et tout, ça m'a permis de rencontrer aussi du monde, d'avoir tout le temps, etc., etc. Et donc de participer comme ça. Le fait d'avoir le podcast, aussi c'est pareil, il y a une petite communauté, etc. Et puis après tu t'entoures, tu évolues, tu fais un truc, et puis après tu as ton réseau, etc., etc. Tu as un doute, tu appelles un tel. Et puis voilà, mais ça s'est construit, j'ai dû le construire comme ça. Et donc, ouais, non, c'est important quand même l'entourage. Et aujourd'hui, quand je regarde à côté de moi, si je prends, allez, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30 personnes, au moins, c'est vrai qu'il y a une atmosphère, enfin,
pas que mes amis ont changé, hein. J'ai des amis de très très longue date et qui sont à 10 000 lieues de l'investissement, hein. Même ma compagne en premier lieu, elle est à 10 000 lieues de tout ça. Mais c'est ok, c'est très très bien. Mais c'est aussi, ça fait du bien d'avoir des personnes sur qui se reposer, qui sont dans le même mood, qui tirent dans le même truc Complètement. aussi. En fait, faut les deux, et je pense que ça peut être une motivation supplémentaire. Tu le disais, leur montrer que non, c'est pas n'importe quoi, non, c'est pas de l'arnaque, quand c'est bien fait, ça peut vraiment être super bénéfique. Et derrière, finalement, devenir aussi un point de référence et de pouvoir aider, conseiller ces personnes autour de toi qui n'ont pas cette expérience. Moi, je sais que c'est un vrai moteur de aujourd'hui avoir la plupart de mes amis, quand ils ont le moindre besoin sur la partie investissement, peu importe, ou même fiscalité, gestion de patrimoine de manière générale, ils viennent me voir. Et je suis super content de pouvoir les aider et pouvoir travailler avec des potes. Y a rien de mieux. Et tu as soulevé un point qui m'a fait tilter, c'est justement le sujet de l'argent dans le couple. Du coup, je comprends que ta compagne, elle est dans une mouvance assez différente de la tienne sur les sujets d'investissement. Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet justement? Comment est-ce que vous avez traité ça? Comment est-ce que toi tu gères aujourd'hui les sujets, les discussions autour de l'argent dans ton couple? Alors moi je suis vraiment transparent, que ce soit dans le couple ou ailleurs, j'ai vraiment aucun problème à donner tous les chiffres, etc. Parce que souvent les chiffres ou les expériences, on a peur de les donner parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un qui est trop au-dessus de l'autre personne, ou alors à l'inverse, on dit putain, moi je suis un naze, j'ai fait que ça, j'ai que 6 lots, 7 lots en immobilier, l'autre en face il a peut-être 30 ou 50, et donc soit on a peur de paraître trop au-dessus, soit on a honte, soit etc. Mais au final on s'en fout parce qu'on est tous différents, chacun ses objectifs, son envie. Et donc, je parle de façon vraiment très, très relâchée, transparent avec ma compagne. Après, je sais qu'elle a quand même ses craintes, ses peurs d'une façon générale qui sont ancrées. Donc, j'évite de la... Et puis, elle n'a pas d'appétence, tu vois, là-dessus. Donc, j'évite de trop la bassiner avec ça, tout simplement. Tu vois, un peu comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui aurait vraiment 2 boulots complètement différents. Tu rentres à la maison, tu laisses ton boulot derrière toi. Donc, d'une façon générale, c'est un petit peu comme ça. Maintenant, elle me demande, tiens, tu viens à Paris, pourquoi? Pour enregistrer avec Charles Elias, etc., etc. Donc, elle est curieuse quand même, je lui explique. Mais sans plus, on a trouvé l'équilibre où je la bassine pas de trop, etc. Et puis maintenant, après, elle me laisse carte blanche pour faire mes affaires. Donc je suis plus trop embêté. Mais est-ce que du coup, tu gères aussi un petit peu son argent à elle? Enfin, si elle veut faire des investissements, elle les fait de son côté, ou c'est elle Si, elle me délègue aussi, elle laisse. Bon, elle garde sur son livret A ce qu'elle peut aussi, max. Mais après, elle me laisse le reste de dire. Elle a confiance aussi là-dessus. Voilà. Donc, in fine, elle a confiance. Donc, elle exprime des craintes, mais elle a compris avec les résultats, etc. Et donc, elle me laisse... Je pense que c'est une vraie difficulté aujourd'hui de pouvoir parler d'argent librement. Et tu disais, tu parles aussi de revenus librement. L'approche, ou plutôt la réaction que tu vas avoir en face quand tu parles de moi je suis comme toi, je parle aussi de mes revenus librement, c'est soit la personne en face peut être gênée parce que ça fait frimeur, ou bien gênée parce que, comme tu dis, elle gagne peut-être moins ou autre, soit il y a une réaction de curiosité. Et la curiosité, c'est mais hyper intéressant, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment est-ce que tu gagnes ça, est-ce que tu as des conseils, et quand je vois ces deux, honnêtement, j'ai jamais vu autre chose que ces deux réactions-là. La première, c'est plus une mentalité un petit peu plus française. La deuxième, c'est une mentalité peut-être plus américaine, ouverte d'esprit. Et moi, je suis convaincu, et j'insiste là-dessus, et je parle ouvertement de mes revenus, et j'encourage les autres à faire de même, parce que je suis convaincu que c'est en démystifiant et en brisant ce tabou autour de l'argent qu'on va pouvoir élever le niveau d'éducation financière en France, et permettre aux Français de mieux gérer leurs finances personnelles, et aussi d'apporter de l'aspiration vers plus de revenus, pas parce que ce serait une finalité, mais parce que je suis convaincu que plus d'argent apporte aussi plus de liberté, plus de flexibilité, de pouvoir demain changer d'emploi, avoir une sécurité financière, de pouvoir se reposer sur un matelas, de pouvoir réaliser des projets professionnels, personnels. Concrètement aujourd'hui, tiens, c'est peut-être le moment, Ismaël, c'est quoi tes différentes activités? Et tu disais avant, quand tu étais sapeur-pompier, tu gagnais peut-être autour des 2000 € par mois. Ça a été quoi un peu le shift au niveau des revenus, de te lancer dans l'entrepreneuriat et d'avoir ces activités immobilières, podcasts, etc.? Ouais, très très belle question. En termes de revenus, c'est simple, je suis peu ou prou à la même chose aujourd'hui en termes de revenus mensuels. Par contre, il y a la très 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 grande différence, et ce à quoi tu pousses aussi, je pense, tes auditeurs, en tout cas tu essaies de les éveiller,
c'est la construction du patrimoine. Et donc, tu as le revenu, le flow quotidien. Et après, tu as la construction du patrimoine, que ce soit sur les différents placements, que ce soit dans la pierre, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans etc. etc. Et également dans l'entrepreneuriat. Et donc, forcément, si tu réinvestis, je ne sais pas, moi, tu as des revenus, mais tu réinvestis pour... ton immeuble, tu refais la façade, la toiture, tu le meubles, etc. Tu le valorises quelque part, donc c'est peut-être du revenu que tu n'as pas tout de suite, mais par contre, tu l'as derrière. Donc j'ai une forte appétence à réinvestir aussi les fruits des différentes sources de revenus. Là, on développe, c'est pareil, comme je te le disais, le bon flip avec Sylvain, etc. Donc c'est pareil, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'investissement également dans des opérations de marchand de biens, etc. On va y aller aussi, on va mettre, là pour le coup, on parle beaucoup moins d'emprunts et beaucoup plus de cash. Donc tout ça, et donc là aujourd'hui j'en suis là un petit peu. Ouais, donc tu as pu maintenir le niveau de revenu, mais voilà. tu génères plus de trésorerie, ce qui te permet de faire plus d'investissements à travers ta ou tes sociétés, c'est ça? Ouais, exactement. Après, moi j'ai un niveau de vie qui est somme toute, vraiment besoin de rien. Je roule avec des Dacia, des trucs que je m'en fous complète. Je fais 5000 bornes à l'année avec la caisse, ou 10 000 bornes, j'en sais rien, je compte même pas. De toute façon, une fois que j'ai payé mes vacances, mon truc, je fais un petit tour avec mes filles, je suis peinard. Tu le disais tout à l'heure, c'est l'entrepreneur heureux, pas chercher à toujours plus, ou en tout cas au niveau des revenus. Si jamais tu as un niveau de vie, un niveau de dépenses qui te satisfait aujourd'hui et tu te prives pas du tout, c'est parfait, autant le maintenir. Et derrière, si tu génères plus, c'est pour développer le patrimoine, peut-être demain aussi transmettre, il y a des sujets de succession. C'est un fléau aussi de chercher à augmenter ses dépenses au même rythme que ses revenus. C'est la meilleure façon de voir son patrimoine stagner. Toi, tu développes ton patrimoine, il s'agrandit chaque mois parce que tu rembourses tes emprunts, tu as du cash flow, etc. Mais les personnes qui gagnent plus, donc qui augmentent leurs revenus, mais qui augmentent au même rythme leurs dépenses, c'est une grosse connerie. Voilà. Enfin, financièrement, après... Grosse connerie. En tout cas, oui, c'est pas la façon dont tu vas pouvoir. On peut dire des gros mots ici. Ouais, on peut tout à fait dire des gros mots. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la façon dont tu vas pouvoir te développer financièrement et développer ton patrimoine, apporter de la sécurité. Ouais. Tu le disais, t'es papa et t'as pas forcément eu, toi, d'éducation financière quand tu étais plus jeune. Quels sont les principes fondamentaux que tu voudrais et que tu vas ou que tu as peut-être déjà transmis à tes filles aujourd'hui? Alors, j'ai pas eu d'éducation financière, par contre, j'ai eu une très très belle éducation avec énormément d'amour, énormément de belles valeurs, travail, partage, etc., etc., je tiens à le préciser. Et donc, oui, d'un point de vue financièrement pur et strictement parlant, non, je l'ai pas eu, mais par contre, énormément de bonne éducation sur tous les autres pans. Ce qui est tout aussi, voire plus important. Et qui m'ont énormément aidé après à développer cette éducation financière par moi-même, pour le coup. Et aujourd'hui, oui, avec mes filles, elles ont 6 et 8 ans, là, vont avoir. Déjà, j'essaye de transmettre et de leur donner autant d'amour que j'ai pu avoir. Du temps de qualité, déjà d'être présent. Et ça, c'est un luxe. On parle de revenus, c'est bien la course à l'échalote, mais c'est bien aussi de se libérer du temps parce qu'une journée, c'est que 24 heures et ça, c'est pour tout le monde. On a tous ce même revenu, qu'on soit Bill Gates ou le SDF dans le coin de la rue. Donc ça, c'est vraiment le... Et donc, d'avoir ce temps de qualité, alors non pas que j'utilise tout le temps mon temps comme il faut, je fais plein de conneries, je gaspille du temps, je scrolle, je fais de la merde, mais comme tout le monde, mais quand même, d'en être conscient et de faire les choses. Donc, je suis super heureux d'être toujours à 16h à l'école, les récupérer, les emmener en vélo, de prendre le temps, etc. Donc, vraiment d'avoir du temps pour caser des bons moments, des bons souvenirs après. Puis, en attendant, c'est un kiff d'aller au City Stade, etc. Et après, d'un point de vue financier, aujourd'hui, je me pose des questions. Tu vois, je n'ai pas du tout la réponse, mais je me pose la question entre l'équilibre de leur donner, commencer à leur planter des petites graines de notions de gestion d'argent, d'épargne, tu sais, on donne un petit peu la pièce, elles ont leur bocal, les pièces et trucs. Acheter leurs petits bouquins favoris aux marchands de journaux, les Mortels Adèle, les trucs, enfin bref. Donc à se rendre compte un petit peu par ce mécanisme, un petit peu, y a une valeur en face, on paye avec l'argent, etc. etc. Une fois que j'ai acheté mes 3 livres, bim, ma matière lire, elle a diminué, je vois, etc. Donc il y a une gestion de l'argent peut-être à avoir et tout. Mais je me pose la question à être vraiment en mode un peu plus bourrin, épargne, les intérêts composés, tiens, si tu mets maintenant, tac, 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 ça va faire des petits... Ou alors de leur laisser aussi avec leur innocence du moment de la jeunesse et pas de les briser, de les squeezer trop tôt. Donc là, j'essaye de trouver un équilibre entre apporter des petites touches sans être non plus maximaliste à l'inverse, parce que je pourrais avoir tendance à dire, si, mais c'est... Enfin, regarde les intérêts composés, on peut parler de rendement, etc. Mais c'est quand même cumulé justement aux effets cumulés à ça, ça fait les différences énormes.
Bah après, énorme. une chose que tu peux faire, c'est peut-être sur la partie théorique, leur donner, je pense, ces principes de gestion budgétaire. Tu as 10 euros, bah, tu gères ces 10 euros, tu veux acheter des bonbons à coût de 2 euros, puis un livre à 8 euros, et bah, il n'y a plus maintenant. Il faut attendre le mois prochain. Je pense que c'est des bons principes. Et après, par contre, d'un point de vue plus pratique, bon, c'est vrai que les intérêts composés, tout ça, c'est peut-être un peu technique pour des enfants de moins de 10 ans. Mais tu peux tout de même l'appliquer, toi, à titre personnel, avec, tu vois, tu ouvres un contrat d'assurance vie, et puis tu mets, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais tu mets un ETF World dans un contrat d'assurance vie et tu mets 50 euros chaque mois dessus, 100 euros, peu importe, à leurs 18 ans, pour leurs études supérieures, pour une voiture, pour partir de la maison, peu importe, ça fait un beau petit pactole, et surtout au moment où elles vont recevoir l'argent ou le contrat ou le débloquer, elles vont comprendre, ah mais en fait papa il a fait ça il y a plusieurs années, ça a pris beaucoup de temps, ça apporte aussi la valeur du travail, ça apporte la valeur de l'argent, ça apporte la valeur du temps, et ces concepts-là, tu vois, elles vont les acquérir progressivement, je pense, mais commencer dès aujourd'hui, c'est toujours une bonne façon de faire. Clairement, et d'autant plus pour les enfants, tu le précises à juste titre, encore plus toi avec ta position de CGP, qualifié à AMF, etc. Moi je suis rien de tout ça, donc j'ai le droit de donner des conseils. Vous m'écoutez pas, j'ai pas le droit non plus, mais j'ai moins de responsabilités à engager, mais en tout cas je pense qu'on sera d'accord là-dessus, d'autant plus pour des enfants. Quand tu parles à leurs 18 ou à leurs 20 ans, la personne qui attend une naissance aujourd'hui, ou qu'un enfant de 2, 3, 4, 5, même avant 10 ans, forcément déjà tu vas pouvoir investir sur un support, une enveloppe, etc. Maintenant, forcément qu'il va générer des intérêts, mais au bout de 20 ans, c'est énorme déjà. Le temps, le temps, c'est de l'argent, comme on dit, mais vraiment le concept des intérêts composés, je pense que les 3/4 des auditeurs quand même sont assez avertis avec cette notion. Mais il y a les deux facteurs, c'est le rendement et le temps, et les deux sont super importants, et forcément le temps, là, il est là aussi. Et donc ça, qu'on soit sur un placement à 1% ou à 3% comme le livret A, ou alors à 10% ou d'autres, mais s'il y a 20 ans devant, il y a 20 ans devant. Et donc ça, c'est une constante. Et donc c'est énorme, parce que pour des enfants, c'est énorme. Et donc justement, peut-être, sans donner de conseils, mais en tout cas, moi, ça serait ma vision aujourd'hui, d'être justement sur des actifs peut-être plus volatiles, potentiellement plus risqués. La notion de risque, on pourra en discuter, mais sur des marchés financiers, sur de la crypto-active, si on est convaincu du marché des crypto-actifs, moi, c'est mon cas. Mais pourquoi pas se diversifier aujourd'hui sur des crypto-actifs pour dire, tiens, dans 20 ans, parce que j'en ai pas besoin maintenant. Donc le truc, il peut faire le yo-yo avec sa volatilité, etc. Prendre 100%, se cracher au prochain bear market, perdre 80%, je m'en fous, parce que c'est dans 20 ans. Et sur le long terme, je suis convaincu de l'actif. Donc, du coup, je peux me mettre sur des choses un peu plus risquées et ou volatiles, mais potentiellement plus performants si je suis convaincu qu'eux. Et donc là, c'est peut-être une bonne période à faire. Et c'est vrai que il y a beaucoup, je pense que toi, c'est un petit peu ta philosophie, mais de CGP, en tout cas, quelqu'un qui est avisé sur les finances, on va construire une épargne généraliste en fonction de nos objectifs de vie, forcément, et ce qui vont être intimement liés par rapport à notre âge aussi. Forcément, quelqu'un qui a 5 ans, il n'y a aucun besoin jusqu'à ses 18 ans. Une fois qu'il est nourri, qu'il a ses 3 vêtements sur le dos et son toit sur la tête. Mais par contre, après, il y a les besoins. L'âge 30-50 ans, c'est là où on se développe, qu'on a les projets, voyages, tour du monde, etc. Et puis après, 60-70 ans, là, peut-être qu'on a besoin de récupérer un peu de notre épargne. On a moins besoin de construire ce patrimoine, mais plus d'en profiter. Et donc là, peut-être switcher à ce moment-là sur des supports fonds euros, j'en sais rien, ou des placements, délivrer des trucs un peu plus safe, pour pouvoir avoir moins de surprises, parce qu'on en a besoin maintenant, quoi. Et donc voilà, on peut construire comme ça et le fait d'avoir des enfants et donc de par nature qui sont jeunes et qui ont le temps devant eux, là c'est aussi une force potentielle. Faudrait faire des calculs, 50 balles par mois sur un support à plus de 5% sur 20 ans ou 30 ans. Ouais, c'est des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, c'est sans aucun doute, quoi. Et même tu dis à 20 ans, mais ça peut être encore plus selon s'ils y touchent ou pas. Bon, encore une fois, le but, je dis souvent, c'est pas d'être le plus riche du cimetière, mais en tout cas, plus tu commences tôt, moins tu as besoin de faire d'efforts demain pour avoir un capital ou des revenus passifs. Et l'approche dont tu as parlé, tu l'as expliqué de façon un petit peu disparate. Le nom, entre guillemets, un peu officiel, c'est le goal-based investing. Donc c'est l'investissement par objectif, et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me disent « Ah, dans quoi je dois investir ? Est-ce que je devrais mettre en bourse, en immobilier, acheter un ETF ou bien acheter cet appartement et machin ?» Je dis « Mais
quels sont tes objectifs. Si tu ne sais pas pourquoi tu investis, si tu ne sais pas quels sont tes objectifs sous-jacents à l'investissement, tu es certain de ne pas les atteindre. Parce que l'atteinte de tes objectifs, elle va être conditionnée par l'apport que tu vas pouvoir faire, le capital disponible, ta capacité d'emprunt éventuellement, et aussi, surtout, tu l'as dit, ton horizon d'investissement. Quel est le niveau de risque, le bon niveau de risque que tu peux prendre pour tes investissements. Plus ton horizon d'investissement est lointain, plus tu peux te permettre de prendre de risques. Pourquoi ? Notamment sur les marchés financiers, il y a de la volatilité, mais les marchés financiers ont une tendance long terme, haussière. Donc si tu investis sur plus de 10 ans, 15 ans, voire même plus, historiquement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais historiquement, sur les 200 dernières années, tu investis sur plus de 15 ans sur les marchés financiers de façon diversifiée, tu n'as jamais perdu d'argent grâce à cette tendance long terme. Donc, à partir du moment où tu as un horizon, tu te dis, je veux financer les études de mes filles. Là, aujourd'hui, elles ont 6 et 8 ans. Ok, j'ai encore 10 et 12 ans. J'ai 12 ans devant moi. Je voudrais pouvoir financer, 10 000, 30 000, 50 000 euros, peu importe, d'études. Je réfléchis, ça fait X euros que je dois investir par mois pendant ces 10 ans, 12 ans, et c'est comme ça que tu atteins ton objectif. Et si jamais ton objectif il est très très long terme en me disant c'est la retraite dans 30 ans, je dis dans ce cas-là, j'ai peut-être 30 ans devant moi, ok, je voudrais avoir X euros de revenus passifs, pareil, tu te demandes, investi à X% pendant tant d'années, et ensuite arrivé au moment de la retraite, je convertis vers une stratégie plus safe, entre guillemets, peut-être qui va vers chercher les 4-5%, non pas les 8-9% des marchés financiers, et derrière tu fais cette sécurisation progressive. Ça, c'est la bonne façon, c'est ce que je dis là, j'ai mini cours d'investissement pour ceux qui se demandent comment j'approche le sujet. Comment est-ce que toi, justement, tu approches ce sujet de l'argent dans ton quotidien, dans ta vie perso, dans ta vie pro? Quelle est la place que tu donnes aujourd'hui à l'argent dans ta vie de manière générale? Déjà de le définir, l'argent c'est un outil, c'est un moyen d'échange, de transfert de valeur. Je viens ici, je paye mon billet de train, il me faut de l'argent, point. Je veux manger, je vais aller au resto, il me faut de l'argent. Et après, comment je l'utilise, comment j'investis, comme je t'ai dit, j'ai full appétence sur l'immobilier, l'effet de levier bancaire. Donc après, tu arrives à un stade en perso, etc. Et puis tu vois que tu as des choses à faire parce qu'après, tu connais le marché de l'immobilier. En tout cas, moi, je connais mon marché, mon truc, etc. Donc, il y a des choses à faire. Donc là, je développe sur l'achat-revente. Donc, exit l'effet de levier bancaire, mais je reste sur cette industrie qui est l'immobilier qui me convient, qui me passionne. On peut faire énormément de choses. Rénover l'habitat, participer, mettre la petite pierre pour participer à la transformation énergétique des logements, etc., qui est un vrai sujet d'avenir. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est de continuer à développer. Puis après, je suis féru de diversification pour tous les bons principes que tu as évoqués justement sur l'investissement par rapport à la prise en compte de différents critères, la volatilité qui, in fine, c'est pas grave en soi, mais je reprends là-dessus, la volatilité, ça va être simplement un des critères bloquants qui va impacter la liquidité, à mon sens. On parle des cryptoactifs, ça va être, je fais une petite digression encore, mais on parle des cryptoactifs qui sont typiquement le Bitcoin qui va être dit volatile, ce qui est une vraie chose, c'est volatile, mais est-ce que c'est grave en soi? Non. Par contre, ça va impacter sa liquidité. Alors, le Bitcoin est très liquide, tu appuies sur le bouton, tu l'as tout de suite, mais la volatilité fait que ça en devient un actif potentiellement illiquide à court terme, ou au moment que tu as besoin. Donc, il est potentiellement illiquide. Mais donc, de mixer derrière sur différentes stratégies, il y a aussi des notions de fiscalité à avoir. Donc, en bourse, par exemple, je vais être sur le PEA, mais pas que, parce que je veux être exposé aussi potentiellement sur les marchés hors européens, même si on peut le faire avec les ETF, synthétiques, etc., synthétiques, tu me diras. Et donc, différentes enveloppes, différents véhicules qui reprennent des notions de fiscalité, de liquidité, de volatilité, de performance. Et j'aime bien le principe, encore une fois, faites ce que les autres ont déjà fait, le principe de Ray Dalio avec pas le permanent portfolio, mais all-weather portfolio, où il découpe. Alors, je ne suis pas à la lettre son truc où il y a 25% sur les actions US, 25% d'obligations, il y a du cash. D'obligations en cash, un petit peu 7,5% d'or ou matériaux. Mais il y a quand même cette répartition équilibrée comme ça qui fait que dans n'importe quel mouvement qui soit
inflationniste ou pas, ou plutôt optimiste, négatif, etc., de tendance de marché, les classes d'actifs vont être décorrélées les unes en face des autres. Et donc, j'aime bien ce côté-là, et pour toutes ces raisons que j'évoque, donc je suis un petit peu là-dessus. Et aussi et surtout, par rapport à ma curiosité qui m'amène à... j'ai parfois tendance à avoir un petit peu le syndrome de l'objet brillant. Et j'aime découvrir, j'aime y aller, donc je mets une bille et je regarde, et voilà, ne serait-ce que pour tester, par curiosité aussi. Et voilà, donc, Et c'est quoi tes objectifs derrière l'investissement? C'est développer un capital pour transmettre, c'est prendre une retraite anticipée, c'est avoir X euros de revenus passifs. Est-ce que c'est quoi tes objectifs concrètement? Ouais, dans un premier temps, l'objectif c'était construire un patrimoine et augmenter ma source de revenus quand j'étais chez les pompiers, qui s'est vite transformé. Non, c'est ma voie de sortie pour revenir m'installer sur Poitiers, et donc du coup je démissionne. Donc tu vois, les objectifs ils ont vite changé en cours de route. Donc aujourd'hui, l'investissement est comme un moyen d'être libre. Financièrement d'une certaine manière, mais géographiquement, du temps, etc., où je suis libre. Alors, je travaille énormément, je fais beaucoup de choses, etc., mais je suis libre de faire ce que je fais, et ça n'a vraiment pas de prix, de pouvoir transmettre, de pouvoir me faire plaisir avec la famille, les enfants, etc., d'être libre. Voilà, tu veux partir en vacances, tu pars en vacances, tu dois changer une bagnole, aller tomber en panne, ça fait chier comme tout le monde, mais bon, au moins t'es pas en capacité, enfin t'es en capacité de le faire sans te creuser la tête, et puis ça va, ça vient, et puis aussi le côté peut-être un peu game, jeu vidéo, tiens, tu comptes les points, tiens, j'ai plus de points, etc., etc. Ça n'a pas de sens, c'est débile, mais c'est comme ça aussi, ça fait partie des motivations. C'est pas débile, hein, sincèrement, je vois... Moi, c'est plus le parti entrepreneuriat que l'investissement. Ça marche aussi pour l'investissement. Mais l'entrepreneuriat, je le vois vraiment comme un jeu vidéo où en fait, tu as des niveaux et au début, tu commences, tu connais rien, tu n'as pas d'équipement. Et puis, progressivement, tu acquiers des compétences. Tu peux attaquer des plus gros sujets. Tu fais des plus grosses productions. Tu as plus de moyens à disposition. Tu as un meilleur équipement. Et du coup, tu peux t'attaquer à des plus gros boss, entre guillemets, avec des objectifs plus élevés, plus de points. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, ça reste des chiffres sur un écran, quoi. Ça reste des chiffres sur un écran, mais voilà, tu parles d'entrepreneuriat, tu vas faire ton premier million, tu vas être content, bim, hop, tu auras la petite cloche, tu as atteint ton niveau 1, ensuite tu vas faire 5 ou 10 millions, bim, niveau 3, etc., etc. Et... Tiens, justement, est-ce que toi, tu te récompenses, tu t'offres... Ça, c'est un vrai sujet pour moi aujourd'hui. C'est vrai que là, l'activité, elle a vachement bien pris. Moi, ça fait très récemment, par rapport à toi. Il y a 1 an et demi, j'étais encore salarié, tu vois. Yes. Donc, c'est très récent pour moi et l'activité a pris très vite. J'ai encore un petit peu de mal à me récompenser et à me dire, ok, là, j'ai dépassé tel step, donc je peux m'offrir quelque chose. Et je sais pas, le dernier truc que je me suis acheté, c'était à Noël, parce que je m'étais rien acheté de 2023, parce que je suis pas un grand dépensier. Je me suis dit, quand même, j'ai fait une bonne année, ça serait cool de s'acheter quelque chose. Je me suis acheté le casque de VR de Meta, tu vois, le MetaQuest 3. C'est cool et c'est sympa, et voilà, c'était une des petites dépenses plaisir. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal, pas parce que j'ai du mal à sortir l'argent, mais parce qu'en fait, je sais pas trop dans quoi le dépenser. Toi, comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu te fais des petites récompenses? C'est peut-être plus des sujets en famille. Comment est-ce que tu te félicites, tu te récompenses de ton travail? Ouais, je me récompense déjà régulièrement, ne serait-ce que juste des petits restos sympas, etc., tout simplement. Mais sinon, une petite anecdote, mais c'est rigolo, je découpe, je revends cet immeuble, j'ai du cash qui tombe tout de suite, donc j'investis, machin. Le seul truc auquel j'ai pensé, c'est tiens, pour aller signer la vente chez le notaire, je vais me racheter un costume. Mais je me suis acheté un costume, je sais pas pourquoi, je suis même pas vêtements, tout ça, la mode. Mais non, bagnole, c'est pas mon kiff, truc, c'est pas mon... Donc non, des petites vacances à la cool avec la famille, avec les potes, participer à des événements, tu vois, on a participé la semaine dernière au Marathon de Paris. C'est une petite bêtise, mais t'as ton dossard à 150 balles, moi je viens de Poitiers, j'ai mon train, machin, tu remets pareil, t'as le logement, t'as le truc, ça te fait un week-end à 500, à 1000 balles en fonction. Voilà, c'est ce petit plaisir, je me suis fait plaisir, là j'ai fait le Marathon de Paris, peut-être que l'an prochain on fera le Marathon de New York, j'en sais rien, ça sera un petit plaisir, ça sera plus là-dedans. Ma copine a fait le Marathon de New York là en novembre. Ah, non. Mais ça sera des choses comme ça, et après, non, de garder cet équilibre, mais j'ai pas d'envie particulière démesurée. En tout cas, j'ai toujours été habitué à rester sur ce niveau de vie. Une des manières les plus simples de gagner de l'argent, c'est déjà de ne pas le dépenser, hein. La manière la plus simple, la plus rapide de gagner de l'argent, c'est pas, ou en tout cas de mieux dépenser. Et donc, somme toute, tu te limites à éviter, encore une fois, on disait, on claque facilement dans des bêtises, on s'achète une bagnole à 30 ou 40 ou 50 000 euros, que la même bagnole à 10 000 euros fait exactement le même taf.
Allez, peut-être que tu n'as pas le bouton pour ouvrir le coffre de façon automatique, il faut encore que tu appuies toi-même pour... ça va aller. Enfin, après, si c'est un plaisir, c'est OK. La personne va s'acheter sa moto, son truc, c'est un plaisir, vas-y, fonce. Au contraire, vas-y à 10 000% et va à fond dans ton truc. C'est pas... Mais sinon, en soi, les besoins primaires sont somme toute limités. Un toit, des vêtements et de la nourriture. Et à partir de là, il n'y a pas vraiment de besoin. J'habite en province, la vie est beaucoup moins chère qu'ici. Voilà, L'important, c'est d'utiliser son argent pour des choses qui nous font véritablement plaisir. Ouais, voilà, ouais. C'est l'investissement, comme l'entrepreneuriat, comme énormément de choses dans la vie, tout part d'un travail d'introspection. Ouais. Et de savoir ce qui compte pour toi. Si jamais c'est pouvoir offrir des vacances à ta famille, si jamais c'est pouvoir t'acheter un casque de VR, si c'est pour pouvoir participer au marathon de Paris, sans te mettre dans le rouge, sans derrière regretter, très bien, mais beaucoup de personnes ne font pas justement ce travail d'introspection et elles accumulent du capital. Parfois elles épargnent, ce qui est déjà mieux que pas mal de personnes, mais sans objectif réel, et que derrière, quand elles utilisent le capital épargné pour des choses qui ne leur font pas véritablement plaisir, il y a un sentiment de vide, il y a un sentiment d'absence, il y a un sentiment de manque de sens, alors qu'in fine, peut-être qu'elles n'ont pas besoin de gagner plus ou d'épargner plus, mais elles ont juste besoin de diriger leurs dépenses, investissement, dépenses, tout ce que tu veux, dans des choses qui comptent vraiment pour toi. Et c'est ce que je dis souvent quand il y a des personnes qui me disent « Ah, j'arrive pas à épargner, j'arrive pas à mettre de côté chaque mois ». Déjà, est-ce que tu es certain d'utiliser ton argent pour des choses qui te font véritablement plaisir? Et ce travail que je fais avec des clients en gestion de patrimoine, on fait un petit bilan de tes dépenses. Ok, dans quoi tu dépenses habituellement? Ah j'ai tant dans les nourritures, le logement, mais aussi les vêtements, etc. Ok, Uber Eats et compagnie. Quelles sont les dépenses qui ont été utiles ou peut-être superflues, au contraire superflues ce mois-ci? Ça. Et techniquement, si tu les avais supprimées, ces dépenses, est-ce que tu considères que ton niveau de vie, il aurait baissé? Non, pas vraiment, c'était vraiment inutile au complet. Ok, si tu les mets bout à bout, ces dépenses, ça fait 100, 200, 300 euros en plus par mois. Et ces 100, 200, 300 euros en plus par mois, tu doubles ta capacité d'épargne pour certaines personnes. Ouais. Donc est-ce que, tu vois, tu considères que ton argent, tu l'utilises uniquement, ou en tout cas majoritairement, pour des choses qui sont utiles pour toi? Non, bien sûr que non. Non, comme tout le monde, après, je suis peut-être un peu plus raisonné que d'autres. D'une façon générale, je te parlais de ma source de revenus, c'est pas non plus extravagant, donc de par nature, je peux pas dépenser ce que je n'ai pas, vu que c'est réinvesti automatiquement. Il y en a qui dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Je pourrais ne pas réinvestir, mais en fait, le fait de réinvestir, et quand j'ai du cash qui est dans un immeuble, etc., de par nature, il est bloqué. Quand tu ouvres un PEA qui a moins de 5 ans, tu peux le récupérer, tu peux le casser, mais tu perds tout l'intérêt, donc ça te force à le bloquer, etc. Quelqu'un qui va mettre dans une SCPI 10% de frais d'entrée, faut que tu attendes 5, 6, 7, 8 ans pour potentiellement que ce soit intéressant, donc tu es bloqué. Le fait d'être bloqué, d'être contraint, ça peut être une technique pour celles et ceux qui ont du mal justement un peu à épargner, etc., d'avoir de l'épargne forcée. Quelqu'un qui achète sa résidence principale, qui épargne et qui fout 20 000, 30 000, 50, 100 000 d'apport dedans, la résidence principale, une fois que c'est mis dedans, on ne va pas le ressortir, on ne va pas enlever 3 tuiles pour aller bouffer ou faire ses vacances, quoi. Donc ça peut être une stratégie aussi. Donc de par nature, le fait de me forcer à investir fait que je coffre et j'évite de dépenser n'importe comment. Maintenant, oui, comme tout le monde, je vais avoir un truc, je prends un abonnement, je sais pas quoi, et puis après 3 mois après, non, j'en ai pas besoin, ça sert à rien, je le vire, et puis voilà, donc ça m'arrive aussi. Tu fais un suivi de tes dépenses? Régulièrement, non, mais de temps à autre, quand je vois le truc passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, typiquement des abonnements. Je vais avoir un abonnement sur les logiciels Zoom, sur les trucs, etc. Ça c'est bien. En fait, non, j'ai le Zoom, j'ai le Riverside, j'ai les machins, j'ai le truc, j'ai le Meet, j'ai le... Ah merde, j'ai accumulé, tac, je vois le truc passer 3 fois, allez, il faut que je coupe, quoi. Et donc je coupe, etc. De temps à autre, mais... Quelles ont été, dans ce cas-là, quelle a été la meilleure... Ou de temps en temps, je reprends les assurances... sur l'investissement, je reprends les assurances emprunteurs, tu sais, là j'ai négocié, etc. Mais bon, j'aurais pu le négocier peut-être 2 ans avant pour certaines, que j'ai pas pris le temps sur le moment, etc. Donc je suis bien un peu comme tout le monde, des fois on peut tout optimiser à fond. Et encore, je trouve que souvent c'est même les
les cordonniers les moins bien chaussés, tu vois. Souvent sur la partie finance, moi je vois beaucoup, et j'en parlais, ça me rappelle l'épisode avec Mounir Lagoun, encore une fois, où il me disait qu'il a des amis banquiers, des amis traders, des amis qui sont dans la finance de marché. Et en fait, quand tu regardes leur patrimoine, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, souvent, tu as la tête dedans et t'es pas forcément la personne qui gère le mieux. Ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est tout le principe des cordonniers les moins bien chaussés. Dans ce cas-là, quelle a été toi, la peut-être meilleure décision que tu aies pu prendre sur la gestion de tes finances personnelles, l'investissement ou l'argent de manière générale? Qui est l'impact le plus bénéfique sur ta vie? Ouais, de me lancer vraiment, de me lancer dans quelque investissement qu'il soit ou quelque aventure entrepreneuriale, c'est de se lancer, de faire le premier pas. Et forcément, tu apprends, tu arrives à un moment donné où tu as des déconvenus, etc. Mais si tu as envie, tu vas trouver les solutions, tu vas être focus et tu vas trouver les solutions. Donc non, c'est de se lancer à 20 ans pour acheter ce premier appartement, c'est de se lancer pour goûter à la location meublée, c'est de se lancer pour goûter à la colocation, à la location courte durée, c'est de se lancer pour découper, pour revendre. Donc j'ai appris pour la découpe, pour la revente, c'est de se lancer sur l'aventure entrepreneuriale avec le bon flip. Et c'est de se lancer à chaque fois et mettre le pied à l'étrier. Mettre le pied à l'étrier, y aller. On aimerait de pouvoir tout maîtriser quand on se lance. On va faire l'analogie avec le marathon. On a pris le départ la semaine dernière à Paris. On aimerait dire, tiens, je pars là au kilomètre 0, j'arrive au kilomètre 42, je me suis entraîné pour faire tel temps, donc ça fait telle allure chaque kilomètre, je dois passer 5 minutes chaque kilomètre, ou tac, 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 tac. Mais on ne le maîtrise même pas. On a beau avoir fait la meilleure préparation sur les 3-4 derniers mois, on a beau tout prévoir, tout truc, etc. L'alimentation, le sommeil, tout ce que tu veux. Le jour J, tu ne sais pas, il faut s'adapter. Et donc, ça va mieux, tant mieux, tu peux appuyer sur l'accélérateur et puis tu seras encore plus content. Ça va bien, faut adapter et hop, ralentir un petit peu, faire autre chose et ça sera parfait aussi, mais on ne sait pas. Et donc, pour savoir, il faut le faire, il faut y aller. Les gens qui se posent la question sur ta formation, quelqu'un qui dit, tiens, moi, ça me correspond pas, j'en ai pas besoin, etc. Bon, vas-y, je passe mon chemin. Je suis pas du tout bourse, moi, c'est vraiment, ça me donne des boutons, la bourse et tout, ça m'attire pas du tout. Ça sert à rien, va pas la prendre. Quelqu'un qui est intéressé par la bourse, par les ETF, en mode passif, etc., qui se pose la question, qui creuse, qui voit une masterclass, ta newsletter, truc, qui rumine, mais qui manque de 3 petits coups de pied aux fesses, un petit truc, vas-y, feu. Et le risque, il est où derrière ? Tu parlais tout à l'heure un petit peu des craintes, l'entourage, etc. Et c'est vrai que ma compagne, et puis, mais comment on fait si on n'arrive pas à rembourser ? On vend. On est venu sur ce monde, je sais pas, moi je t'ai rencontré, on avait 20 ans, ma compagne, etc. On avait nos 2 salaires, on avait 0 en épargne, on vivait bien, attention, mais on n'avait rien. Demain, on vend, etc. Tac, tac. Il te reste, au pire, tu as remboursé ton capital, tu as ton truc, tu repartiras avec quelque chose en plus. Au pire, du pire, tu revends, tu truc. Et il y a un exercice de Tim Ferriss, alors j'ai plus le nom comme ça, mais le marquer ses peurs, là, etc. Il fait en 3 colonnes le scénario catastrophe, le pire, qu'est-ce que je peux faire une fois que je m'en aperçois, et in fine, quel serait le résultat quel serait le résultat ? Et tu te rends compte que dans 99% du temps, tout va bien se passer. Ouais, les peurs, elles sont beaucoup plus irrationnelles que ce qu'on s'imagine. Et même, c'est ce que je dis souvent, les personnes qui réfléchissent à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui me disent « Oui, mais quid si ça marche pas ?» Et en fait, tu serais de retour dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Ah oui. Ce serait retour au salariat et ce serait très bien. Et j'ai même envie de dire, tu changerais peut-être d'entreprise. Et généralement, quand tu changes d'entreprise, ça permet de faire des négociations salariales. Donc, tu serais dans une meilleure position, dans tous les cas, que celle dans laquelle tu es actuellement. Ouais. Donc, mis bout à bout, c'est que la prise de risque, elle est bien moindre que ce qu'on imagine. Alors évidemment, quand plus tu avances, je pense, dans le temps, dans l'âge, dans les responsabilités personnelles, aussi familiales, tu peux de moins en moins te permettre, évidemment, de prendre un certain risque, mais globalement, tu vois, aujourd'hui, même avec une petite famille, tu te permets encore de faire des opérations, de prendre des risques, mais parce que tu les prends de manière avisée, éclairé, parce que tu as de l'expérience, parce que tu t'es formé, parce que tu sais ce que tu fais. Et c'est le frein principal, c'est l'inconnu, c'est de pas savoir ce que tu fais. Et là, tu as raison de t'inquiéter si jamais tu sais pas ce que tu fais, mais à partir du moment où tu t'es lancé, tu as un petit peu d'expérience que tu as accumulé et que tu comprends, tu prends des décisions avisées, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Ouais, clairement, oui.
Bah écoute, Ismaël, c'était une très très belle conversation. Vraiment, un grand merci pour tous tes partages. Peut-être une dernière question que je voudrais te poser, que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast? Yes, tu en as eu déjà vraiment de très très prestigieux. Donc déjà encore merci pour ce beau moment passé ensemble et vraiment je suis honoré d'avoir passé ce moment avec toi. J'aurais bon, naturellement, je te dirais mon associé Sylvain Turbet sur le Bon Flip qui serait vraiment ravi de venir développer tout l'univers du marchand de biens, de l'activité du marchand de biens, de l'investissement participatif où on permet justement à des personnes qui souhaitent investir avec nous sur les projets. Mais indépendamment de ça, je m'étais noté deux autres personnes. Il y a Alexandre Breton, le fondateur de Baluchon, qui propose de l'investissement clé en main, mais que j'ai reçu sur l'émission du podcast de la Bonne Fortune, qui était, je pourrais tous te les présenter, hein, toutes les personnes, mais Avec grand plaisir. particulièrement Alexandre, dans le sens où il a cette notion, vraiment, son axe est sur l'autonomie, le bien vieillir, et donc la réfection, notamment des appartements, elle est typiquement au rez-de-chaussée, pour l'habitat pour les seniors, à faire des salles de bain avec une douche plate, avec des systèmes, des témoins lumineux, etc. etc. Et donc, PMR, quoi. PMR, ouais, entre le PMR et vraiment les seniors, parce que c'est vraiment un sujet sociétal où forcément la population vieillissante, la démographie, avec de plus en plus de seniors qui soit ne peuvent pas aller en maison de retraite, soit ne veulent pas, ça peut s'entendre. Et donc les maisons qui ne sont pas forcément adaptées. Et donc lui participe un petit peu à ça, à la rénovation de l'habitat pour rendre l'autonomie aux seniors. Et il le propose à travers Baluchon, sa société d'investissement clé en main. Et donc il est vraiment passionné et donc passionnant forcément, avec aussi toute une sphère, une appétence sur l'écologie, la transition énergétique, etc. Comment rénover l'habitat de façon écolo et de bon sens. Donc je te recommanderais Alexandre. Et puis sinon, sur un autre sujet, un autre thème, une personne que j'aimerais bien moi recevoir sur le podcast, c'est Claire Balva, la cofondatrice de Blockchain Partner. J'avais eu l'occasion d'avoir Stanislas Barthélémy qui bosse pour eux, qui était venu, et c'est vraiment tout l'univers de la blockchain, des cryptoactifs d'une façon générale est passionnante, indépendamment de la spéculation et de l'investissement purement financier. Mais la technique, la technologie, le sous-jacent de la technologie, est super, super intéressante. Et donc, Claire Balva, j'aimerais bien moi l'avoir sur le podcast, et je pense qu'elle pourrait être une invitée de choix également pour le tien. C'est vrai qu'on a pas mal, on n'a pas beaucoup parlé crypto-actifs sur le Grand Bain. J'ai reçu Louis de Froissart, qui est un CGP spécial crypto. Ouais. J'ai reçu Owen Simonin. Quand même. Asher. Oui, bien sûr. Mais tu vois, en termes de nombre d'épisodes, il n'y en a pas énormément. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Puis en ce moment, avec le halving, de toute façon, en plus, cet épisode, quand il va sortir, je pense que le halving sera tout juste passé. Donc l'écosystème crypto sera en ébullition. Ouais. C'est vrai que ça pourrait faire sens. Et pour nos auditeurs qui voudraient peut-être te retrouver, en apprendre un petit peu plus, tu as parlé de La Bonne Fortune, ton podcast. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Moi, sur LinkedIn, en ce moment, c'est là où je suis le plus présent. Et j'avais un petit Instagram sur La Bonne Fortune, mais beaucoup moins actif. Les réseaux, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc le LinkedIn, c'est vraiment très très simple pour me contacter. C'est... Nickel. Ou sinon, le téléphone. Après, moi, j'ai mon téléphone qui est de partout sur Internet. On m'appelle, un café à Poitiers aussi, avec plaisir. Ah oui, effectivement, si on a des... Comment on appelle les habitants de Poitiers ? Alors, t'as soit les Poitevins, mais ça va être plus le Poitou-Charentes, sinon ce sont les Pictaviens. Les Pictaviens, et voilà, on se couchera moins bête, nouveau terme de vocabulaire pour moi en tout cas. S'il y a des Pictaviens qui nous écoutent, qui veulent rencontrer Ismaël, on va t'envoyer un message sur LinkedIn. Écoute, encore un grand merci pour ton temps, Ismaël, et peut-être à une prochaine fois dans le podcast. Yes, avec grand plaisir, merci.